Ça fait super longtemps, on n'a pas fait un formule brute. Bah ouais. Formule brute sur l'éthanol, incroyable, un sujet formidable. Ça fait combien de temps? Un mois. Quoi? Un mois, je crois. Un mois? Tout ça? Ouais. En fait, à la base, on avait dit toutes les 2 semaines, ça y est, je commence déjà à m'étouffer. Excusez-moi. J'ai bu trop vite. Toutes les 2 semaines, ça s'est transformé finalement en un tous les mois. Mais de toute façon, c'est souvent comme ça le rythme des collabs. Hein. Mais oui, c'est quand on a le temps, c'est quand on peut. On a tous les deux des emplois du temps un peu chargés. Enfin, vous savez ce que c'est, les collabs. Surtout, oui, c'est vrai que bon, je sais pas si tu veux faire un update sur ta recherche de job éventuelle. Non, c'est pas nécessaire. Non, on va passer là-dessus. Ouais, ça marche, pas de problème. En tout cas, bonjour à tous. Je vois qu'il y en a quelques-uns dans le chat. Il y a Kofi de mon côté et Better Life Zero. Bienvenue à vous deux, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ils sont calmes. Ils sont très calmes, mais c'est normal, c'est le début. On vient de lancer On vient de lancer nos lives, l'émission va commencer doucement mais sûrement, il y a toujours une petite intro, vous savez, au début, le temps qu'on pose, le temps qu'on se warm up aussi, parce que passer de non-stream à stream, il faut le temps de se mettre dans la peau un petit peu de nos personnages qui sont normalement nous-mêmes. C'est bon, on entend, c'est bon, tout va bien? Normalement c'est bon. Normalement, ça lag pas trop. Ah si, ça lag un peu quand même. Mais... Coiffeur pour Gab, tout à fait. Oui, coiffeur pour moi aussi. Personne ne l'avait remarqué. Personne ne me regarde, c'est pour ça. Genre, je suis pas moi non plus. Ça vous intéresse? Ça fait longtemps que j'étais pas passé. Enfin, si pourtant, attends, lundi quand je t'ai raid, t'avais déjà cette coupe là, non? Ouais, c'est vrai. En fait, je suis allé chez le coiffeur vendredi dernier. C'est vrai. Ah. Toi, alors que toi, t'es allé chez le coiffeur quand? Cet après-midi. Ah oui, donc là, c'est frais. Moi, ils m'ont vu lundi avec la touffe là, ils m'ont vu avec le mouton sur la tête. Et là, il y a eu rasage, il y a eu coiffeur, il y a eu la totale. Ah, c'est bien. Comme ça, tu vas pas y retourner à un petit moment. Ça te fait pour l'été, quoi. 3 mois. Ta coupe d'été. 3 mois. J'y vais tous les 3 mois. Ah, c'est à peu près pareil pour moi, 3-4 mois. Parce que ça pousse doucement et tout. Ah bon? Tu trouves que c'est vite, toi, 3-4 mois? Peut-être que ça va, hein. Enfin, n'hésitez pas à dire dans le chat votre fréquence de fréquentation des coiffeurs. Mais, prochain live sur la kératine, on pourra discuter des cheveux. Ouais, je pense que pour les filles, c'est pire que ça. Enfin, je pense qu'elles doivent s'occuper de leur jeu encore plus souvent, plus régulièrement. Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à dire dans le chat. 0 coiffeur par an. Il y en a, ils sont la boule à 0. Ça, c'est pratique, ça. Alors, il y a la boule à 0 ou alors justement des cheveux qui tombent jusqu'au milieu du cul. C'est vrai, c'est au choix. Moi, j'ai fait ça. Il y a les deux opposés. Tu sais que pendant ma période collège, à peu près à la moitié du collège, jusqu'au même lycée, jusqu'en prépa, j'ai laissé pousser mes cheveux. J'avais les cheveux longs, j'avais un catogan du coup, queue de cheval de gars comme ça. Et en fait, je pense qu'une des raisons, bon, il y avait un peu crise d'ado, tout ça. Genre, je détestais l'humanité, je détestais les êtres humains dans leur ensemble. Ça a changé? Ouais, je déteste. Il y a des exceptions en fait. Il y a certains êtres humains que j'apprécie plus que d'autres. On va dire que c'est dans ce sens-là. Et bon, bref, pourquoi je parle de ça? Parce que. Ça tombe bien, ils sont tous dans ton chat ce soir. Bravo, bienvenue. En fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je me suis laissé pousser les cheveux, c'est que je crois que j'avais un peu peur du coiffeur et tout. Enfin, je n'osais pas. Je sais pas, j'avais un blocage. T'as regardé Sweeney Todd et puis t'as eu un traumatisme? Ah non, j'ai pas vu. Franchement, j'avais plein de blocages quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'en ai encore, mais un peu moins. J'ai surpassé certaines peurs, tu vois. Même si j'en ai encore, mais bon, ça sera pour un autre live. En tout cas, comment tu vas, mon très cher Sylvain? Moi, ça va très bien. J'ai bien la pêche là. Aujourd'hui, ça va. Je suis content. J'ai bien dormi, bien réveillé, parce que c'est pas le tout de bien dormir, c'est qu'il faut bien se réveiller aussi. Et si tu te fais réveiller parce que le voisin il joue de la perceuse dans le mur, bah c'est pas dingue. Mais si tu te réveilles naturellement avec un petit soleil qui arrose ton visage, là ça fait plaisir. Ah oui, c'est ça. J'ai eu ni l'un ni l'autre ce matin. Je me suis juste réveillé naturellement, mais ah oui, c'est beau. Mais ça va bien. À quelle heure tu te réveilles naturellement? Ce matin, j'ai été bien. Je me suis levé à 9h. Oh. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, c'est un bon score. 9h, c'est bien. Moi, quand j'étais au chômage, j'avais un rythme vraiment totalement décalé. Je me couchais méga tard, je me levais méga tard. Ah, mais mon rythme, oui, mais je le vivais pas bien. Alors, moi non plus. Alors j'ai travaillé. J'ai travaillé là-dessus. Et... C'est bien. Moi aussi, je l'ai mal vécu et j'ai fini par trouver du travail. En fait, non, une des techniques qui me forçait à me lever,
Je sais pas si tu pourrais essayer d'ailleurs, ce serait en fait de streamer le matin sinon. C'est comme ça que les effets croissance sont nés, hein. C'est de l'envie de faire quelque chose de sa matinée et qu'on était deux avec Dasaju quoi. Mais sinon... Ah voilà, vous étiez deux. Oui, on était deux, mais bah, après, il faut... quand on est deux, c'est plus facile de trouver la motivation, mais en vrai, le stream peut être une bonne source de motivation. Mais tu n'es pas obligé de faire ça tous les jours, tu te dis un jour par semaine pour faire un stream le matin. Je sais pas, après, c'est toi qui vois en fonction de ton rythme de vie et tout. Non, mais ceci dit, ça pourrait être le moyen de faire du jeu vidéo, un truc comme ça, Ouais, un voilà, truc qui ne demande pas de ressources, trop de ressources mentales. Oui, c'est ça, t'es pas obligé de faire un stream scientifique, évidemment. Bon, mesdames et messieurs, bref, ça fait déjà quelques minutes qu'on est en live, j'espère que vous allez bien. On va y aller doucement avec cette petite reprise. Enfin, doucement, en même temps je dis ça, mais vu la gueule du sujet qu'on va devoir traiter ce soir, ça va envoyer du lourd, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. L'éthanol, il y a beaucoup de choses à dire. Une molécule que vous connaissez peut-être sans doute, en tout cas si vous ne la connaissez pas, en fait, vous la connaissez, probablement, mais sans le savoir, tout simplement. Déjà, même si vous ne buvez pas, vous en produisez vous-même. Donc naturellement, on est tous alcoolisés un petit peu. C'est vrai ça? Tu vois, là tu m'apprends un truc que je savais pas ça. Dans notre corps... dans le foie, ouais, déjà... À partir du moment où on fait du sport, on va produire de l'éthanol sous forme, peut-être pas forcément de l'éthanol, mais on va en produire avec les respirations anaérobiques. Et on va aussi avoir dans notre flore intestinale, on va avoir des bactéries, des levures, des trucs comme ça qui vont produire de l'éthanol. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, tu fais bien de le rappeler que dans notre intestin, on a un ensemble de bactoses, plein de bactéries qui sont pas des organismes, en fait, qui ne sont pas de nos cellules, en fait, ce sont simplement des organismes différents de notre organisme. C'est une symbiose. C'est une symbiose, ils sont là, ils font leur taf, en fait, on les loge, et eux, ils nous nourrissent en retour un peu. Exactement. Enfin, ils nous nourrissent, ils font certaines réactions. On les loge et en échange, ils brisent les aliments qu'on mange et ils les rendent admissibles par l'estomac, enfin par le sang. Et c'est vrai que bon, on va en reparler après, mais l'éthanol est un produit qui sort en fait tout simplement des bactéries, enfin des bactéries, ça dépend quelles bactéries, encore une fois là on fait des généralités un peu grosses, mais on le verra par la suite que ça peut être en tout cas une molécule qui survient lorsque les bactéries mangent, tout simplement, ça fait partie des molécules qui sortent de leur métabolisme, on peut le dire, mais on en reparlera. Effectivement, tu montres un verre et je me joins à toi si j'arrive à décapsuler ce... Voilà, magnifique. Cette bière. Santé à vous. Alors, il est important de rappeler quand même, tout de même, que même si on boit de l'éthanol ce soir, effectivement, nous allons boire avec modération. Du moins, moi, je n'ai plus qu'une bouteille, tu vois. Donc, en fait, même si je voulais m'éclater le crâne, en fait, je peux pas. C'est fini, c'est ma dernière bouteille. Donc, voilà, c'est une manière de s'auto-modérer, finalement. C'est de ne conserver qu'une seule bouteille chez soi. Après, ça dépend de la taille de la bouteille, vous allez me dire, mais ça dépend de quel type d'alcool aussi. Mais voilà, donc pas de mal, on ne consomme que à petite dose, et c'est un petit peu pour honorer le sujet de ce soir, l'éthanol, puisque, bon, si vous ne le saviez pas, c'est la molécule, finalement, la plus... Qu'on appelle communément l'alcool. L'alcool, finalement, et qui est présente dans toutes les boissons alcoolisées, et qui est en fait l'alcool de consommation, finalement, parce qu'il y a plein d'alcools différents. Mais avant ça, avant qu'on rentre encore plus dans les détails... il faut quand même rappeler 2-3 petites choses concernant le live Formule Brute. Formule Brute, une émission où on parle de molécules, de matière, et chaque émission est dédiée à une molécule. Ce soir, c'est l'éthanol. Et il faut savoir que la spécificité de l'émission, c'est qu'on a un bot qui retranscrit les messages d'un chat vers l'autre. Donc, vous pouvez écrire dans n'importe quel des deux chats, pardon. On est tous les deux en live avec Get Benzen, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, d'ailleurs il y a une commande de .! Get pour aller voir sa chaîne, donc on est tous les deux en live. Et sur ma chaîne, vous avez l'inverse avec TSC, que vous avez à l'écran, vous avez accès au live de Robin. Et comme ça, vous pouvez écrire dans n'importe quel des chats pour que votre message soit retranscrit dans le chat de l'autre. Et vous pouvez même discuter interchat comme ça avec quelqu'un du chat de là-bas. Donc ça, c'est plutôt cool. L'autre chose aussi... Ça empêche les messages du style Robin, franchement, il aurait dû aller chez le coiffeur ou il faut y retourner. Ou, voilà, il a coupé trop court. On peut surveiller les chats, les chats opposés. Ouais. Exactement, on peut vous fliquer, donc faites attention à vous.
Un petit remerciement de Cheval Kicker au fait. Merci beaucoup pour ton sub 27e mois déjà, hein, c'est ouf ça. Tu connais le 27e élément 27e élément du tableau périodique? Là de tête? Ouais, vas-y. Là de tête, attends. Favori. Non, je me souviens plus. Je devrais avoir une anti-sèche au-dessus de mon écran. À chaque fois, je le dis et j'oublie. 8, 12. Je vois en train de tricher. Non. Et non, mais en fait, je regarde pas. Mais ok, Cobalt. Okay, Cobalt, bon. Cobalt, c'est un élément souvent caractérisé par le bleu cobalt, mais je me demande si c'est l'élément sous sa forme élémentaire ou si c'est pas un complexe. Bon bref, ça sera un autre sujet. Des oxydes de cobalt, ouais, peut-être. Bref. Anyway, l'autre chose que je voulais dire avant qu'on commence, c'est que c'est vous, mesdames et messieurs, qui faites l'émission, puisque vous allez poser éventuellement des questions ou faire des remarques dans le chat sur lesquelles on va rebondir en fait, et on va pouvoir parler d'un sujet ou d'un autre concernant l'éthanol. Alors sachant que même si vous n'avez pas rien à dire et que le chat est complètement mort, on a nous-mêmes préparé quelques sujets, on a une trame un petit peu générale. On parle toujours de l'aspect découverte historique, de comment la molécule en est arrivée là, en fait, comment elle a été soit découverte, soit inventée, et un petit peu son histoire. Après, on parle aussi un peu de ses propriétés chimiques et quand même pas mal de fun facts autour de la molécule. Bon là, forcément, on va, je pense, insister plutôt sur le côté récréatif de l'application, mais vous verrez qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec de l'éthanol. Voilà, donc n'hésitez pas sur le chat à interagir, à poser vos questions, à faire vos remarques, à dire des choses, à faire des blagues si vous voulez, à faire des débats entre vous aussi. C'est possible. Et sur ce, à la vôtre. On est parti ? Ouais, on est parti. Alors, par contre, tu voulais commencer. Déjà, est-ce qu'il y avait eu des remarques ? Non, c'est l'oxyde de cobalt utilisé notamment pour le verre bleu foncé. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas du cobalt. Merci, Kofi. Kofi, spécialiste des matériaux. N'hésitez pas, pour toute question matériaux, se référer à Kofi. Excuse-moi, alors, par quoi on commence ? Parce qu'on a commencé à parler de la production déjà de l'éthanol, mais... On peut déjà commencer par le fait que Thienou est déjà bourré dans le chat. C'est ça. Qu'il s'amuse à écrire un verset. Très bien. Moi, je sais pas faire ça. Hein. Je sais pas écrire un verset. Il doit y avoir des sites qui te génèrent les caractères. Et je pense qu'on peut direct commencer par la formule brute de notre éthanol. Mais oui, parce que c'est le nom de la chaîne, de l'émission. Waouh, mais c'est génial ici. Merci, incroyable, Get Benzen. Oh là là, regardez-le, il est magnifique. Donc, ah bah tiens, il y a un méga lag. Ah oui, voilà, c'est bon. Ouais, il y a eu un gros. Ah oui. Mais c'est pas grave. Let's go. L'éthanol, c'est le petit chien. C'est le chien, c'est mon chien. Mais d'ailleurs, mais oui, tu l'as. Mais attends, mais moi ça m'y fait penser, mais je l'ai aussi. Attends, j'ai oublié de le prendre. Superbe maillot de bain. Moi, il ressemble plus. Moi, c'est un vrai chien. Ouais, je sais, je suis en maillot de bain. C'est rien, vous n'avez rien vu, mesdames et messieurs. Je suis en maillot de bain et juste parce que j'ai trop chaud et voilà, c'est tout. Hein. Mais il n'y a pas du tout c'est pas du tout en lien avec. Mais le mien, c'est mon chien. Regardez ça, bam, avec son petit derrière là. Ouh. Moi, c'est un caniche. C'est mon chien. C'est la molécule du yinche. Moi, attends, si je veux qu'il ressemble à un chien, il faut que je le retourne sur l'écran. Ouais. C'est compliqué. J'arrive pas. Bref. Voilà. La molécule d'éthanol, c'est une molécule qui est assez simple. Elle prend pas beaucoup de place, elle est pas très grosse, elle a 3 atomes principaux qui vont être 2 atomes de carbone en gris sur votre écran et un atome d'oxygène en rouge. Et attaché à tout ça, vous allez avoir des hydrogènes qui vont se promener, qui vont créer des supports, des trucs comme ça, qui vont être là, faut savoir que l'hydrogène, de manière générale, c'est un petit peu l'atome, c'est l'élément du tableau périodique qui vient un petit peu compléter les molécules, en particulier les molécules organiques. Donc en fait, souvent, on l'a déjà dit dans l'émission, mais on va répéter beaucoup de choses, hein, parce qu'on estime que toute émission est indépendante les unes des autres, donc vous n'inquiétez pas si on répète des choses qu'on a déjà dit et que vous connaissez déjà. Si vous n'avez pas suivi les autres. Mais voilà, dans ce qu'on appelle la matière organique, donc c'est la matière principalement composée de carbone, disons que les molécules qu'on qualifie d'organiques possèdent un squelette, donc plusieurs atomes qui sont liés entre eux, et ce squelette, on le dit carboné, parce que en fait ce sont des atomes de carbone qui constituent le squelette, et
sur ces atomes de carbone, après, sont positionnés d'autres atomes qui peuvent être de l'oxygène, de l'azote, du soufre, du phosphore. Et après, il y a souvent de l'hydrogène qui vient compléter les trous, entre guillemets, enfin les endroits où il y a de la place, on va mettre des hydrogènes. Mais là, c'est le cas, par exemple, avec l'éthanol, puisque, comme tu l'as dit, il y a 2 atomes de carbone qui forment un squelette. Bon, c'est un petit squelette, mais c'est un squelette quand même. Un squelette de 2 atomes de carbone qui sont en gris. Et après, il y a là une particularité, c'est qu'il y a un atome d'oxygène en rouge qui est positionné. Et après, en blanc, c'est l'hydrogène qui vient compléter la molécule. Donc, est-ce qu'on ne parlerait pas de la spécificité, justement, de l'éthanol, enfin, de la famille même des alcools? Parce que tout à l'heure, on l'a dit, souvent, l'éthanol, dans le langage courant, on l'appelle l'alcool, quoi. Mais en fait, si on veut être un peu plus précis, l'alcool... Est-ce que tu veux parler nomenclature? Oui, très rapidement, sans rentrer trop dans les détails. Mais vas-y, du coup, les alcools, qu'est-ce que c'est, en fait? Eh ben, en fait, on a toute une nomenclature pour décrire les composés organiques, comme a dit Robin. À partir du nombre, on commence en partant du nombre de carbone dans le squelette principal. Donc, on compte le nombre de carbone dans ce squelette et on va avoir un mot qui va pouvoir définir le nombre d'atomes de carbone dans ce squelette. Si on a un atome de carbone, c'est un mètre. Donc, le qualificatif de cette molécule, le préfixe sera mètre. Si on a 2 atomes, c'est et. Ouais. Propre. Si c'est en 3, c'est propre. Si on a 4, c'est but. Ouais, c'est ça. 5, c'est pinte. Et après, ça devient un peu plus logique avec hex, sept, oct, non, dec. Ça doit être des racines latines ou un truc comme ça, non? Je sais plus, le grec, désolé, je suis un peu éclaté en langue ancienne. Et ce qui va être intéressant, c'est que en fonction des groupements qu'on a, on va avoir des suffixes qui vont se rajouter pour définir le type de molécule qu'on a. Et donc, comme l'a dit Anodin dans le chat, si on a un OH, si on a ce groupement oxygène plus hydrogène ici, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un alcool. Et donc, dans ce cas-là, la terminaison de la molécule sera ol. On rajoute juste le suffixe qui va venir se rajouter. Donc, notre et, c'est un éthane, parce qu'il n'y a qu'une seule liaison carbone. Bah, c'est parce qu'il y a 2 atomes de carbone. Donc, 2 atomes de carbone. Ouais, mais ça pourrait être un éthène s'il y avait une double liaison. Ouais, c'est vrai, mais là, t'as un autre niveau de complexité. On rentre trop dans les détails. Donc, il y a une liaison carbone, il y a une liaison entre les 2 carbones ici. On a un alcool là, c'est de l'éthane, ol. Éthanol, du coup. Ol pour alcool et et il y a une molécule qu'il faudra que je vous montre aussi, ça va être le méthanol, parce qu'on va en parler dans notre live aujourd'hui. Mais comme son nom l'indique, mettre une seule molécule, un seul atome de carbone, ol, un alcool accroché à ça, donc on a un atome de carbone avec le OH qui est là. C'est plus petit que l'éthanol et on va voir que ça a un effet très toxique sur l'organisme. Et donc notre éthanol, il a cette tête-là, c'est le petit chien. C'est moching. Effectivement, on remonte à la caméra, incroyable. Mais il faut le préciser aussi, on a un peu oublié de le dire, c'est que la fonction alcool, en fait, donc c'est au niveau de, je peux montrer à la caméra, c'est au niveau de la tête du chien, c'est moching. Regardez, si je lui arrache la tête de ce chien, là, je formule brut ici, on défonce les animaux, là. Voilà, j'ai décapité le chien. C'est moching, ça c'est la tête du chien. Et le chien, en fait, la tête du chien, c'est le groupement OH, d'accord? C'est la violence, c'est formule brute ici. Vous croyez que c'est quoi? Sinon, on l'aurait appelé formule douce, hein, si c'était un stream d'arc-en-ciel et de... c'est quoi déjà l'expression? Et de trucs sucrés, là. De barbe papa. Non, je sais plus. Bref. Le gars, il est perdu. Il me regarde comme ça, guette en mode... Mais qu'est-ce qu'il fait? Bref, regardez le chien. J'ai couché... Ça y est, il a trop bu. Non, ça va, tout va bien. Ce stream est sous contrôle. La tête du yinche, ça, c'est en fait... ce que tu as appelé ça un groupement. En fait, un groupement, c'est juste un ensemble d'atomes. Donc là, c'est un ensemble de 2 atomes. Vous avez un atome d'oxygène en rouge et un atome d'hydrogène en blanc. Et en fait, cet assemblage particulier, donc OH, comme il a été dit dans le chat par Anodin, justement, cet assemblage, c'est bien l'assemblage correspondant
à l'alcool, en fait, à ce qu'on appelle la fonction alcool ou le groupement alcool, vous pouvez l'appeler comme ça. Donc c'est bien la particularité des alcools, c'est d'être OH comme ça. Et là, vous mettez un OH sur le squelette du carbone, là, enfin sur un squelette avec 2 carbones, paf. Bon. Pour rappel, du coup, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, donc c'est bien et parce qu'il y a 2 atomes de carbone, et OH, donc ol, donc éthanol, du coup. Voilà, bref. Ça, c'est petite parenthèse nomenclature. Le but, c'est pas que vous sachiez on va dire, nommer les molécules en les voyant ou quoi. On n'est pas là pour faire un cours, mais voilà, c'est juste pour la partie étymologique. Mais voilà, c'était bien d'en parler aussi par rapport au méthanol, du coup, qui est son cousin, on va dire. C'est le chien, mais sans la... En fait, c'est le chien, mais sans la... C'est le chien coupé en deux, comme ça. Ça, c'est le méthanol, ça. C'est en fait, vous avez arraché la moitié du corps du chien, comme ça. C'est de la torture, en fait. Vous ne verrez plus jamais les caniches de la même manière. C'est ça. Vous pouvez soit leur décapiter pour prendre le groupement OH, soit les couper en deux pour avoir du méthanol. Première question. Yes. Pourquoi du coup les alcools sont inflammables? C'est relié à ce OH anodin? Eh ben, oui et non. Les composés organiques de base brûlent. Les hydrocarbures, ce sont des chaînes de carbone plus ou moins longues qui brûlent. Le méthane, le gaz de ville, c'est le composé organique le plus simple. C'est un carbone avec 4 hydrogènes autour. Et ça brûle très bien. C'est du gaz de ville. C'est ce qu'il y a dans les bonbonnes de gaz quand vous faites un barbecue ou que vous allumez votre gaz chez vous. Et donc, ces composés organiques, ils brûlent très bien. Le principe de la combustion, c'est qu'on va avoir une oxydation qui va arriver où on va avoir une réaction qui va être que les carbones vont se dissocier, vont rompre les liaisons qu'ils ont autour d'eux et ils vont s'associer avec de l'oxygène pour former du CO2. C'est le principe de base d'une combustion, c'est qu'on prend des objets, des trucs carbonés, des trucs en carbone, on peut les faire brûler pour les transformer en CO2. Ouais. Et les hydrogènes qui étaient présents sur le méthane ou sur les composés qui brûlent, ils s'associent avec d'autres oxygènes pour former de l'eau. Donc, ouais, le résultat d'une combustion, c'est le résultat d'une combustion quasi parfaite, enfin parfaite, tous les composés seront transformés en carbone et en eau sous forme de vapeur. Et à côté de ça, on dégage de la chaleur qui permet d'entretenir la réaction. C'est les triangles du feu dont on a déjà parlé un peu sur nos lives respectifs, j'imagine. Mais donc voilà, on va vraiment avoir ce phénomène où les composés carbonés se transforment en CO2 et en eau. C'est ça, et c'est plus lié par rapport à l'éthanol, c'est plus lié en fait au squelette carboné qu'à la fonction OH. C'est pour ça, c'est comme ce qu'a dit Kofi dans le chat, je crois. Après, on va observer un truc qui va être assez intéressant, c'est que ce OH, les groupements, pas forcément que les alcools, que les OH qu'on rajoute aux molécules, mais tous les groupements qu'on va rajouter aux molécules vont venir participer au fait qu'un composé est plus ou moins facilement inflammable. Oui. On a des composés qui sont très résistants parce que les groupements qu'on rajoute, quand je dis très résistant, c'est très résistant à la combustion, parce que les groupements qu'on rajoute vont venir stabiliser la molécule et du coup, elle va être très, très difficilement brisée pour se transformer en CO2 et en H2O. Donc, on a des groupements qui vont pouvoir être des composés organiques qui vont pouvoir être très résistants à la chaleur. Par exemple, des composés ignifugés, des composés en Kevlar, des trucs comme ça, des matériaux particuliers en fait. Des matériaux comme de la fibre de carbone, des trucs comme ça va être très résistant à la combustion parce que c'est des composés carbonés, il y a de carbone, il y a de l'hydrogène, ça pourrait théoriquement brûler, mais c'est agencé de telle manière à ce qu'il faut énormément de chaleur pour venir faire vibrer les molécules. Ça, il faudrait beaucoup d'énergie en fait. C'est tellement stable qu'il faudrait apporter beaucoup d'énergie pour casser tout ça et initier une flamme, quoi. La chaleur, c'est une forme d'énergie où la molécule se met à vibrer. Plus la molécule vibre fort, plus elle a des chances d'avoir des liaisons qui se brisent et de former des transformations. Et donc, en fait, quelque chose qui est inflammable, c'est quelque chose sur lequel on va vérifier la capacité des molécules au sein du composé à se dissocier et à se réorganiser pour former du CO2 et de l'eau. Ouais. Et donc, on a des molécules qui sont très facilement inflammables, le méthane, l'éthanol, d'autres composés, il y a plein de trucs inflammables. Le cellulose du bois, ça brûle assez bien, dans le papier, on le voit bien. Et on a des composés qui vont être très difficilement inflammables, en carbone, toujours. Le diamant, c'est du carbone, ça brûle pas.
Une coccinelle. C'est la deuxième que je chope aujourd'hui, c'est incroyable. Ce midi, je sentais un truc sur mon cou, j'ai pris et c'était une coccinelle. Et là, j'en vois une sur ma table, quoi. Incroyable. Celle-ci, elle est orange par contre. Disney, en fait. Ouais, je crois. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il faut que je fasse un vœu. Qu'est-ce qui se passe? 2 coccinelles en une journée. Celle-ci, elle est orange, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est un signe. Ton micro, ouais, un signe, un canard, aussi... tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Ça lagouille un peu chez toi, des fois, je me demande si ta co, elle est pas un petit peu instable. Alors, moi, là, ça a l'air ok. On me dit que ton micro est un peu haut. Ah ouais, mince. Je vais monter le mien, comme ça. Si tu peux baisser le mien, sinon... Non, mais je monte un peu le mien, et comme ça, je baisse tout. D'accord. Ok. C'est pas un signe, c'est une Ah oui, c'est vrai, ça. Bah, oui. Les animaux, je suis pas très bon. Et donc, oui, bon, notre éthanol, c'est pas forcément le OH qui va venir influer là-dessus. Oui, ça va être les carbones. C'est vraiment le squelette. Je suis en train d'afficher une image justement de la flamme de l'éthanol combustion. Enfin non, mais je te le dis juste au cas où si tu veux le montrer aussi à tes viewers. Parce que voilà, là on est parti sur la partie de inflammable, le caractère inflammable on va dire de l'éthanol. Et qui fait partie en fait de ces risques chimiques. D'ailleurs l'éthanol a 2 risques principaux qui sont son inflammabilité et sa toxicité. Même si c'est pas une toxicité aiguë vraiment mortelle, je crois que c'est juste un point d'exclamation en termes de toxicité. Mais on va rester pour le moment sur l'inflammabilité qui est une de ses caractéristiques. Donc effectivement, ça fait partie de ces molécules qui ont qualifié en fait de volatiles aussi, parce que ce sont des petites molécules. En fait, plus il y a une règle un petit peu générale en chimie, même s'il n'est pas tout le temps vrai, mais si votre molécule organique elle est petite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'atomes, il y a de grandes chances qu'elle soit volatile. Alors volatile, ça veut dire quoi? C'est que soit c'est carrément un gaz, c'est-à-dire qu'elle existe à l'état de gaz à température et à pression atmosphérique, ou soit c'est un liquide, mais c'est un liquide qui s'évapore très facilement, en fait, qui passe en phase gaz spontanément et qui s'évapore comme ça. Et là, c'est le cas en fait de l'éthanol. De l'éthanol qui est un liquide à pression ambiante et température ambiante, mais c'est un liquide qui est très volatile à tel point que quelques gouttes à un endroit, elles vont disparaître assez rapidement et se volatiliser, quoi, ça sèche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pendant longtemps, ça fait un petit parallèle historique, mais je crois que pendant longtemps on appelé l'éthanol l'esprit de vin, je crois, ou quelque chose comme ça, ouais. Du moins il y avait le mot esprit. Il y avait tout. Oui, il y avait l'éther, esprit, en fait ces mots du langage courant étaient, qui avaient parfois des connotations un peu spirituelles ou pas, mais ça voulait en fait donner le sens de la volatilité en fait derrière. Un esprit en fait c'est quelque chose qui a tendance à disparaître, à passer de l'état finalement liquide initial à quelque chose de beaucoup plus diffus, beaucoup plus un petit peu vaporé. J'invente des mots qui n'existent pas, mais vous avez l'idée quoi. Et donc l'éthanol, je sais plus comment il était appris, c'était l'esprit de vin il me semble, parce que c'était extrait du vin. C'était l'extrait par distillation, mais ça on y reviendra. Enfin, on peut extraire l'éthanol et les alcools en général par distillation, mais on y reviendra pour parler de la préparation des boissons justement alcoolisées. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur l'inflammabilité. Donc oui, ça brûle bleu. Donc quand ça brûle, c'est les vapeurs qui vont brûler assez facilement et ça va faire cette jolie lumière bleue. Voilà. Donc après, encore une fois. C'est pas tant l'inflammabilité, je dirais qu'en labo, c'est pas tant le problème. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une source d'énergie ou de chaleur très importante à côté d'éthanol pur pour qu'il y ait vraiment une flamme qui soit difficilement gérable. Je veux dire, c'est pas le principal problème de l'éthanol et pour cause, on utilise son caractère inflammable à des fins esthétiques sur les boissons, justement sur les boissons alcoolisées. Même gustative, quand vous faites des bananes flambées ou des trucs comme ça, ouais. Vous allez utiliser le côté inflammable du vin, de l'éthanol, parce qu'il s'évapore à 78 degrés à peu près. J'ai plus la température exacte en tête. Vous allez avoir quand vous faites des bananes flambées, quand vous faites flamber des aliments, vous allez avoir un alignement de planètes où vous avez l'éthanol qui s'évapore rapidement, qui brûle rapidement,
qui chauffe pas trop fort. Une flamme d'éthanol, c'est à 240 degrés à peu près. Et vous avez du sucre en général qui caramélise pendant qu'on voit une coccinelle. Et on a le sucre qui caramélise autour de 140 degrés. Donc, quand vous mettez du rhum dans vos bananes, vous avez des évaporations d'éthanol parce que la chaleur de la poêle chaude de votre plat va faire s'évaporer l'éthanol. Vous allez pouvoir y mettre le feu et cette chaleur va entretenir une caramélisation qui va donner des arômes. En plus de ça, quand vous avez une combustion, quand vous avez une évaporation, vous pouvez avoir d'autres molécules odorantes du rhum, en particulier d'autres molécules qui viennent participer au parfum, qui vont s'ajouter à votre aliment et donc vous allez donner des goûts, des trucs comme ça. Et donc, si tu veux remettre mon écran. Petite démonstration de cuisine là. Petite démonstration. Quand vous faites flamber vos bananes, vous allez avoir une caramélisation du sucre de la banane et même si vous en avez rajouté. Comme vous le dites dans le chat, Papy Mollusque, des réactions de Maillard, en particulier quand vous allez avoir quelque chose qui brunit. Comme Carla. Quand on a un aliment qui cuit et qui brunit, c'est que vous avez des protéines, des sucres, des protéines qui se décomposent et des sucres qui s'additionnent à ça. Vous avez un brunissement de votre aliment. C'est tout ce qu'on appelle des réactions de Maillard. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous avez donc vos bananes flambées qui sont excellentes. Ouais. Une particularité aussi, c'est que vous pouvez utiliser de l'alcool dans vos préparations parce que normalement, la quantité d'alcool et le temps de cuisson que vous mettez fera s'évaporer tout l'éthanol qu'il y a dans votre aliment. Normalement, vos bananes flambées, elles ont un goût de rhum et elles ont un goût aromatisé avec les arômes du rhum que vous avez utilisé. Mais si elles ont été bien cuites, normalement, il n'y a plus d'éthanol dans votre préparation. Parce que l'éthanol est très volatile, comme l'a dit Robin, très volatile. Donc en cuisinant, il a tendance à disparaître et donc votre plat est beaucoup moins alcoolisé à la fin de vos opérations. Normalement, pas du tout. Si c'est bien fait, normalement, c'est pas du tout alcoolisé. Mais quand on fait le flambé au coca, ça fait un cola Maillard. Yes. Let's go. Alors, on parlait, ça me fait penser, je pense qu'on a assez parlé de la flammabilité de l'éthanol, qui est plus utilisé à des fins gustatives, comme tu disais, et esthétiques, qui n'est pas vraiment, je ne veux pas dire que c'est pas un problème chimique en soi, il y a probablement déjà eu des accidents en industrie d'éthanol qui ont peut-être causé des flammes et tout, mais elle fait des trucs chelous là, elle s'est dépliée, la coccinelle, mais elle a volé un coup, après sa coque. Elle s'est rabattue et ses ailes, elles étaient coincées là. Bref, on s'en fout. Bonjour à tous. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça fait pas partie non plus des produits les plus inflammables. Enfin, il y a des produits qui sont bien plus dangereux en termes d'inflammabilité, qui sont extrêmement sensibles à la moindre secousse à mon énergie. CF, la nitroglycérine, épisode ce qu'on avait fait il y a quelques temps. Mais il y a un autre problème quand même sur l'éthanol, c'est sa toxicité en fait. On a beau dire que voilà, c'est un alcool de consommation, mais c'est quand même en fait un danger. En fait, ça a un réel impact sur l'organisme, ça peut tuer, et on le répétera à plusieurs occasions, mais l'alcool tue, et c'est d'ailleurs en fait la drogue, c'est une drogue, l'alcool, parce que ça crée une dépendance. Enfin, l'éthanol est une drogue puisque ça crée la dépendance. Et c'est la drogue qui actuellement tue le plus de personnes au monde, et en particulier parce que c'est culturellement accepté à travers le monde, sauf si religion exclue, on va dire, quasiment, une bonne partie de la population boit de l'éthanol, et ça fait des ravages en fait, parce que c'est une molécule qui est toxique pour l'organisme. Elle a ce symbole. Elle n'est pas forcément toxique en elle-même, mais le corps s'en débarrasse en passant par des produits qui, eux, sont plus toxiques. Ouais, c'est ça. L'éthanol en lui-même n'est pas ultra dangereux. Alors, oui, quand même, elle est classée. Il peut y avoir des dérèglements locaux avec des cirrhoses du foie, il y a des problèmes locaux dans son traitement. Donc, elle est toxique dans le fait que le corps
arrive à la transformer et à la faire disparaître, mais et le corps va subir des dégâts là-dedans. Mais c'est principalement les résidus de sa destruction et de son assimilation, de sa métabolisation par le corps, qui font qu'on va avoir des effets d'autant plus toxiques avec des accidents type gueule de bois, tous les symptômes de la gueule de bois découlent plus du fait que l'éthanol se transforme en des résidus comme type l'éthanal dans le corps. Toxique, ouais. C'est ça. Mais comme si notre organisme le gérait mal, en fait. Enfin, le transformait en quelque chose de plus nocif pour nous. Il y a Kofi quand même qui fait une correction, mais à coup pas. Il dit que une drogue, c'est un produit psychotrope, donc donc c'est-à-dire qui altère les fonctions cérébrales. Et c'est pas forcément le côté addictif. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais qu'on qualifiait de drogue quelque chose qui générait de l'addiction. Mais en fait, non, c'est une dépendance. Mais non, en fait, c'est vraiment lié à l'effet sur le cerveau, du coup. Définition d'une drogue. Bah, on va avoir des composés comme le sucre, par exemple, qui n'a pas forcément des effets psychotropes, mais qui vont créer une dépendance. Et le sucre n'est pas considéré comme une drogue. Ok. Alors qu'on observe une dépendance au sucre. Quand on boit trop sucré, quand on mange trop sucré, on a une dépendance qui peut se créer et il y a un sevrage qui doit être fait quand on arrête de prendre du sucre. Oui, je voulais juste revenir sur ce côté toxique pour parler un petit peu vite fait de ce pictogramme en fait qu'on n'a jamais vu encore dans toutes les molécules qu'on a traitées, en fait, qui est le pictogramme point d'exclamation pour dire attention. En fait, c'est un des pictogrammes les moins on va dire les moins effrayants de la liste des pictogrammes, parce que en fait c'est attention, c'est toxique, mais c'est pas aussi toxique que le pictogramme avec la tête de mort, qui veut dire assez vénère pour la santé, quoi. Lui, il est considéré quand même comme toxique, irritant, sensibilisant ou narcotique. En fait, je pense que quand le produit rentre dans une des catégories, on lui met ce pictogramme-là, forcément. Donc voilà, c'est un peu le premier palier de la toxicité en chimie, c'est d'avoir ce point d'exclamation. Attention! Moi, ce qui me faisait délirer, c'est l'idée d'avoir un pictogramme point d'interrogation. Genre, c'est un pictogramme aléatoire, en fait. Tu sais pas lequel c'est, tu vois. C'est genre, démerde-toi. On a un commentaire qui est intéressant de Surgical Citron dans ton chat. Sans stigmatiser et citer des populations, l'organisme d'un Polonais assimile quand même beaucoup mieux que celui d'un Japonais. La génétique compte. C'est pas forcément. Alors, il y a de la génétique qui rentre là-dedans parce que il y a une enzyme. Le rôle de cette enzyme, elle est dans le foie et c'est de couper la tête du chien de la molécule d'éthanol. C'est éthanol déshydrogénase, ça s'appelle. D'ailleurs, attends, petite parenthèse, le nom d'enzyme. En fait, les enzymes, vous pouvez les reconnaître à l'oral parce qu'elles finissent par ase en général. Et une enzyme, c'est quoi? C'est une molécule qui va voir. Le mot ase veut dire quelque chose. Ah ouais? Le mot ase veut dire couper. D'accord. Ah oui, qui coupe. Et donc, si vous avez une éthanol déshydrogénase, c'est que ça vient découper le déshydrogène. Enfin, ça déshydrogène la molécule d'éthanol. Donc en fait, ça enlève le OH, parce que c'est ça que tu veux dire. Ça enlève la partie alcool, finalement. Comme le OH, c'est l'alcool. Ça enlève la partie alcool. Et donc, comme on le disait donc déjà, il y a cette enzyme dans le foie qui existe en fonction de notre génétique, qui est produite plus ou moins intensément. Et comme le disait Surgical Citron, on a un effet régional où on va avoir des typologies, des phénotypes de gènes qui font qu'on produit plus ou moins d'alcool déshydrogénase. Les Polonais plus que les Japonais, mais c'est factuel. Hein. Il y a des problèmes d'assimilation de l'éthanol en Asie parce que génétiquement, ils produisent déjà moins de cette enzyme. Et au-delà de ça, comme le dit Kofi, il y a un effet de culture et d'alimentation où on parlait de la flore intestinale dans le ventre, dans l'estomac.
on peut avoir, en fonction de notre alimentation, on va avoir des propriétés d'absorption de l'éthanol dans le métabolisme qui vont différer. Si vous avez déjà mangé une raclette et picolé en même temps, le gras et le fromage font que vous tapissez votre estomac et l'éthanol, il faut beaucoup plus d'éthanol pour se mettre une cuite. Ah ouais. Alors que si vous mangez une salade, si vous mangez une salade de tomates avec de la mozza et que vous buvez une bière à l'apéro, ça passera mieux. Et donc, l'alimentation fait qu'on a une flore intestinale qui permet l'assimilation d'éthanol plus ou moins facilement. C'est ça. Et la flore intestinale, elle peut venir de notre mode d'alimentation, mais aussi, je crois qu'elle est en grande partie constituée lors de la naissance, en fait. C'est vrai. On récupère une bonne partie de la flore intestinale de notre mère. De la mère, ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une histoire un peu de descendance liée en fait finalement à l'héritage donc c'est pour ça que les populations finalement, si une population donnée a une résistance parce que c'est entre autres dû à sa flore intestinale, il y a de grandes chances qu'elle la garde si elle continue à entretenir cette flore là et que cette flore se propage de génération en génération, quoi. Il y a un côté un petit peu inné du truc, quoi. Voilà. Même si il doit y avoir des éléments acquis aussi, j'imagine, au cours de ta vie, si tu changes ton régime alimentaire, si tu changes certaines choses, non, tu vas pas changer drastiquement ton... C'est pas pour autant qu'un Japonais se mettra à résister à l'alcool au cours de sa vie. D'accord. C'est pas, tu peux avoir une habitude du corps aux symptômes de l'alcool, mais c'est pas pour autant qu'un Japonais se retrouvera à être bourré à partir de 14 verres au lieu de 2 quand il a commencé à boire. Il va être habitué aux symptômes, mais son corps va assimiler l'éthanol à peu près toujours aussi bien que quand il a commencé sa consommation régulière d'alcool. Et donc, ça crée des mœurs et des populations qui résistent plus ou moins bien à l'alcool. Et donc, vous vous retrouvez... J'ai un très bon ami hongkongais qui buvait un verre de cidre et il était loin, il était fini. Un exemple ne peut pas faire une généralité, mais génétiquement, il y a ce truc qui est très important, c'est qu'il y a des populations qui résistent plus ou moins bien à l'alcool. Et on va observer ça chez des populations qui, par exemple, au Moyen-Orient, enfin, dans le monde arabe, dans le monde islamique, vous allez avoir des mœurs qui font que culturellement vous ne consommez pas d'alcool, et donc vous avez des populations qui ont un métabolisme qui est plus proche du nôtre. On a des gènes beaucoup plus communs dans le pourtour méditerranéen avec les populations de la Méditerranée qu'avec les populations du nord de l'Europe, par exemple, et vous allez avoir des localités, des localisations qui vont avoir des capacités d'assimilation de l'éthanol qui vont différer. Vous avez des Espagnols, des Français, des Italiens qui aiment bien l'apéro avec un petit rosé au bord de la plage. Et vous avez de l'autre côté de la Méditerranée des populations qui ont perdu cette habitude à l'éthanol parce que socialement, il n'y a pas de consommation d'alcool. Et donc, ça va créer des disparités et il va y avoir un entretien si vous ne buvez pas d'alcool, dès que vous en consommez un petit peu, vous retrouvez très rapidement bourré. Ça vous monte beaucoup plus vite à la tête. Ça vient aussi des effets psychotropes de l'éthanol. Comme pour n'importe quelle drogue, comme pour la nicotine quand on en a parlé, comme pour toutes les drogues. Quand vous avez des molécules qui viennent occuper un récepteur neuronal, votre corps va apprendre à libérer ce récepteur de plus en plus efficacement. Ou alors, s'il y a beaucoup de récepteurs occupés, votre corps va créer de nouveaux récepteurs et donc il faudra consommer encore plus de drogue pour occuper ces récepteurs et donc vous avez cet entretien constant qui se fait et donc les symptômes des drogues se retrouvent nivelés parce que votre métabolisme s'adapte à la consommation de ces substances. Ouais. Il y a
Papymolus qui disait le vinaigre c'est aussi de l'éthanol. Non, alors justement, il y avait une blague un petit peu sur l'histoire du vinaigre, l'alcool, etc. En fait, si je dis pas de bêtises, le vinaigre, donc c'est composé d'acide acétique en fait, qu'on appelle aussi l'acide éthanoïque. Éthanol, éthanoïque, acide éthanoïque, vous voyez qu'il y a une petite racine assez proche, le racine qu'on a. Bref, le vinaigre c'est un acide éthanoïque. Et l'éthanol c'est un alcool, mais en fait ce qui se passe c'est que l'alcool il peut, si je dis pas de bêtises, il peut se dégrader en acide éthanoïque, donc en vinaigre quoi. En gros c'est ça, hein, c'est la dégradation de l'alcool, c'est l'alcool qui se décompose, je me souviens plus. Il y en a peut-être la réaction en tête, mais non, je l'ai pas en tête, mais non, bah, après de toute façon c'est pas très important de la retrouver, mais en gros si vous vous mettez à trouver que votre alcool a un goût de vinaigre, c'est que probablement l'alcool a commencé à se décomposer. C'est H3COH exactement, c'est ça. Non, ça c'est l'acide méthanoïque. Non, c'est éthanoïque. Oui, t'as raison. Oui, pardon. Bien, je mets l'écran comme ça, vous pourrez suivre. Donc là, on a notre éthanol. Oui, c'est vin aigre, effectivement, comme dit Kofi, ça vient de vin aigre, qui veut dire le vin qui a tourné, quoi, qui est devenu aigre, qui est devenu pas bon à la consommation. C'est donc notre molécule, elle a un petit peu changé. On a perdu un H du CH2 qui était ici pour le transformer en double liaison O. D'ailleurs, il n'y a pas de H ici parce que sinon ça ne fait pas le compte. Excusez-moi. Notre molécule va ressembler à ça. Donc ça, c'est de l'acide éthanoïque. Et c'est ce qu'on appelle l'acide acétique aussi. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles des fois la chimie peut être un peu compliquée, c'est qu'il y a souvent plein de noms pour désigner une même molécule. C'est parce que historiquement parlant, en fait, c'est ça, l'histoire de la chimie est relativement compliqué et jalonné de découvertes qui se sont un peu empilées les unes par rapport aux autres, et on a mis du temps à avoir des théories de la matière qui soient vraiment solides et unanimes et consensuelles auprès de la communauté. Les nomenclatures sont apparues que récemment. Et ouais, les nomenclatures. Donc, quand on parle d'acide éthanoïque, c'est la bonne nomenclature. Ouais, c'est ça. Mais en fait, mais le vinaigre, on l'a découvert il y a bien longtemps. Ouais. D'ailleurs, je crois que acète, ça vient de vinaigre, c'est la racine, latine ou grecque, bref. Et c'est la molécule du vinaigre, c'est ce qui va donner ce goût amer au vinaigre, vinaigre balsamique ou quoi. Donc en fait, si on regarde les deux molécules, sans rentrer trop dans les détails, elles sont relativement proches. Alors vous avez en haut, là, c'est l'éthanol qu'il a dessiné, CH3, CH2OH, là, qui sont en fait... C'est le chien, c'est mon chien, c'est juste une autre manière de représenter le chien. Et en dessous, c'est l'acide éthanoïque qui est aussi représenté d'une certaine manière. Bon, pour les non-chimistes, ça peut être, on dirait des hiéroglyphes, mais en gros, vous avez quand même des choses qui sont semblables. Il y a un CH3 en bout tout à gauche, dans les deux molécules, il y a écrit CH3 en bout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour l'acide éthanoïque, ou le vinaigre du coup, vous avez un oxygène supplémentaire en fait. Oui, voilà, c'est ce qu'il a... Et là, il a affiché l'acide éthanoïque et vous voyez que par rapport à l'alcool, en fait, par rapport à l'éthanol, en plus du chien, imaginez, c'est le même chien, sauf que les pattes avant du chien, elles sont devenues rouges parce qu'il y a un oxygène. Voilà. En fait, tout ça pour dire que les deux molécules sont très proches. Structurellement, c'est pas les mêmes fonctions. Il y a une fonction acide d'un côté et une fonction alcool de l'autre, donc c'est pas du tout le même type, la même famille de molécules en soi, mais en termes de nombre d'atomes, on est quand même assez proche, et passer de l'une à l'autre, bon, ça requiert certaines conditions, ça se fait pas comme ça, hein. Il faut, je pense que c'est avec entre autres du dioxygène que ça doit se dégrader comme ça, mais il doit peut-être y avoir l'action de micro-organismes et des choses comme ça. Donc ça se transforme pas spontanément, il faut quand même un environnement propice, mais voilà, ça peut se faire, donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire de vin aigre qui est du coup le vinaigre, qui est issu de la dégradation de l'éthanol, quoi. Ça arrive naturellement quand vous laissez traîner un vin, et c'est pour ça que vous avez du vinaigre de vin.
c'est que quand vous laissez décanter, alors là, il faudra peut-être parler commencer à parler de fermentation. C'est ça. Mais je voulais d'abord prendre une remarque du chat, mais vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Mais donc, ouais, vous avez de l'éthanol qui est produit pendant la fermentation de votre alcool. Et vous allez avoir, si vous laissez perdurer la fermentation, vous pouvez avoir une disparition du sucre de votre récipient. On y viendra quand on parlera de fermentation. Et vous avez merde, le mot c'est ça tourne au vinaigre. L'expression, ça tourne. L'éthanol va se retrouver à être consommé par les bactéries pour survivre. Et il va être découpé et reformé sous forme d'acide acétique. Donc en fait, quand les bactéries n'ont plus accès à des sucres qu'elles d'habitude elles consomment, elles vont commencer à consommer l'éthanol et le transformer en acide éthanoïque. D'accord, très intéressant. Bon, on y reviendra de toute façon. Je voulais prendre la remarque de Anodin qui demandait pour le côté désinfectant, c'est grâce à sa toxicité du coup. Je pense que oui. Donc on peut parler, ça nous permet de rentrer un peu dans les applications. On a fait un topo sur sa consommation récréative en tant que drogue que la population consomme, mais on probablement, je sais pas si on y reviendra peut-être, mais moi j'ai quelques autres facts dessus. On a parlé du côté inflammable, et en fait, je le dis là parce que c'est quand même assez important. C'est pas, on pourrait croire que on produit l'éthanol principalement pour la boisson, pour la consommation humaine. Parce que c'est ce que tous les gens connaissent, c'est l'éthanol dans les boissons alcoolisées. Mais en réalité, le premier facteur de production de l'éthanol, on va dire, c'est dans le secteur automobile, en fait. Parce que la première application de l'éthanol, c'est d'être un carburant. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais ça fait écho à la partie inflammable. Justement parce que l'éthanol est inflammable et peut brûler facilement, on peut le remplacer dans les moteurs. Bon, après, ça dépend quel type de moteur, encore une fois. Faut avoir le moteur adapté. Et souvent, c'est pas de l'éthanol pur, il est mélangé avec de l'essence, mais il peut être dans des proportions assez importantes. Je crois que dans le carburant E65, c'est ça, les E65 que vous pouvez avoir, il me semble, en France, c'est un carburant qui contient jusqu'à 65% d'éthanol, par exemple. Donc, vous pouvez avoir des carburants qui sont à base d'éthanol. Et c'est vraiment c'est un sacré business, quoi. Enfin, je veux dire, la plus grosse partie de la production d'éthanol mondiale est dans la production de carburant. Je crois qu'en France, on ne fait pas partie des plus gros utilisateurs d'éthanol, mais il me semble que j'avais vu qu'au Brésil, ça consommait à balle en tant que carburant, en tout cas. J'ai pas vraiment d'expérience moi concernant cette. Moi j'ai juste vu ça en fact Wikipédia, mais vous me direz dans le chat si je raconte pas de. C'est E85 plutôt. J'ai dit 65, pardon, my bad. Le principe c'est toujours dans un moteur thermique, en tout cas, c'est toujours que au moment où la molécule brûle, elle dégage deux nouvelles molécules de gaz, du CO2 et de l'eau, et du coup ça prend plus de place. Donc dans un moteur thermique, vous avez une explosion qui crée une dilatation qui vient agiter les pistons. Donc, dans la théorie, c'est la même utilisation que les hydrocarbures d'essence que vous avez. C'est pour ça qu'on peut utiliser du bioéthanol dans des moteurs thermiques adaptés. Alors, je crois que c'est des moteurs essence, parce que les moteurs diesel sont trop compliqués. Mais je me souviens plus. Je ne vais pas me prononcer. En tout cas, bon, après ça devient technique, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que on peut utiliser son caractère inflammable pour jouer un peu le même rôle qu'ont les molécules, les hydrocarbures qu'on retrouve dans l'essence. Dans l'essence, pourquoi on utilise de l'essence dans nos moteurs ? Parce que ça brûle facilement, quoi. C'est des molécules, c'est des hydrocarbures qu'il y a dans les essences, et c'est des molécules qui sont aussi inflammables. Et comme l'éthanol a un caractère inflammable, dans une certaine mesure, il peut remplacer l'essence, les hydrocarbures qu'on retrouve classiquement. Donc voilà, je voulais insister sur ça parce que ça fait partie, en fait, on pourrait croire que c'est pour la consommation qu'on en produit, mais non, c'est plus la première production, c'est pour tout simplement les carburants. Donc voilà, et il y avait, je voulais ensuite
finir ce volet pour parler d'une autre application qui est le côté désinfectant, pour revenir sur la remarque de Anodin, le côté antiseptique de l'éthanol, parce que finalement... T'as bien fait de combler, ça me permet de retrouver la vidéo. T'as réussi à retrouver la... Donc ça, c'est en rapport avec la remarque, c'est ça? Ouais, le côté antiseptique. Je te laisse. Non, vas-y. Non, mais j'avais plus rien à dire. C'est juste l'illustration. C'est que donc on a un mélange d'alcool isopropyl et d'éthanol. Et on va voir, l'effet est le même, hein, c'est un alcool. C'est ce qu'on a dans les savons, enfin pas dans les savons, dans les produits qu'on se met sur les mains, là, qu'on s'est tous mis sur les mains pendant le Covid. On a un effet où les bactéries et les virus ont une coque protéique ou organique, c'est-à-dire qu'on a des lipides, on a des graisses qui forment la capsule de notre virus ou de notre bactérie. Et j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Il a tout cassé. Tac. Effectivement, gel hydroalcoolique, c'est bien. Le gel hydroalcoolique, c'est un mélange d'eau et d'éthanol. Ouais. Il y a eu le mélange. Hydro pour l'eau et alcoolique pour l'alcool, et là c'est l'éthanol. Donc c'est bien un mélange. Donc là, ce que tu montres, c'est quoi, pardon? C'est quoi? Mais voilà, c'est tout un lot de bactéries au microscope, à la caméra grossissante, parce que c'est pas vraiment un microscope, mais on voit ça doit être à l'endoscope. On voit tous ces petits points, tous ces petits grains qui sont des bactéries, qui se déplacent dans le courant de notre solution. Et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est... Alors là, bon, ça bouge beaucoup parce qu'ils viennent de mettre les gouttes. Voilà, on est en train de suivre cette bactérie-là, celle-ci, là. On est en train de la suivre parce qu'on va voir comment elle réagit. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça a changé d'espace, ça a changé d'endroit. Ah bah dis donc, la vidéo... Pas terrible, le gars qui filme, là. Celle-là, elle bouge beaucoup. Mais en fait... Ce qu'il voulait montrer, c'est que les bactéries fuyaient la présence de gouttelettes d'éthanol. Pas forcément, mais... c'est comment elles réagissent quand il y a de l'alcool dans le milieu. Et en fait, c'est qu'elles sont complètement dénaturées, elles vont se retrouver intoxiquées par cet alcool et elles vont finir par se désagréger. Et donc là, ce qu'on observe, c'est le résultat de cette désagrégation, qui n'est d'ailleurs pas très violent, mais je peux vous le montrer quand c'est un peu plus violent avec de la soude, parce qu'on va avoir le même effet en fait. Elles fondent, quoi. Ouais, c'est ça, elles prennent cher. La membrane se retrouve éclatée, et donc vous allez avoir, voilà, regardez comment elles se rétractent sur elles-mêmes, et au bout d'un moment, elles explosent, et vous avez l'intérieur de la cellule qui se retrouve à l'extérieur, et une fois qu'on a ouvert la membrane cellulaire, elle se retrouve à se désagréger dans le milieu. Ouais, donc voilà le pouvoir antiseptique de l'éthanol. Et l'éthanol fonctionne beaucoup mieux dilué à 70% qu'à 90%. Ah bon? Ça, c'est une particularité qui est assez intéressante. C'est que s'il y a trop d'éthanol dans votre milieu, l'intérieur de la cellule va être qui est lui composé d'eau. En fait, s'il y a une trop grande différence entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, vous n'allez pas avoir le passage de molécules d'éthanol qui va permettre de venir ouvrir la membrane. Si votre molécule se retrouve dans un milieu qui est drastiquement différent de ce qu'il y a à l'extérieur d'elle-même, elle va se protéger, entre guillemets, en renforçant les passages de sa membrane. Et il faut que votre alcool soit dilué pour être plus efficace. Comme le dit Doc Pepper, c'est l'osmose qui va venir régir tout ça. Si vous avez une trop grande différence de type de solvant entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, votre osmose va mal se faire et donc vous allez sauver des molécules si vous utilisez de l'alcool à 90. Votre alcool, il faut normalement le diluer un petit peu. D'accord. Ça marche. C'est intéressant comme fact. Je savais pas du tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, voilà, donc ça fait partie des applications effectivement là, dans les gels hydroalcooliques. On l'utilise comme solvant, quelqu'un l'avait souligné aussi en chimie. Alors le solvant, c'est, vous savez, c'est
le milieu finalement dans lequel se passent les réactions, dans lequel souvent on rajoute ce qu'on appelle les solutés, qui sont un petit peu les ingrédients en chimie. Le solvant, c'est le milieu, quoi. C'est l'endroit dans lequel va se passer les réactions chimiques que vous voulez faire. Et donc, au lieu d'utiliser de l'eau, on peut utiliser de l'éthanol comme solvant parce que, en fait, la particularité de l'éthanol, et là tu le montres, c'est que comme on l'a dit au début, il y a une partie carbonée, puisqu'il y a le squelette carboné avec 2 atomes de carbone, mais il y a aussi l'oxygène. Et en fait, ces deux parties-là, la partie où il y a l'oxygène, le groupement OH, et la partie carbonée, en fait, ce sont deux parties très distinctes de la molécule qui ont des affinités très différentes avec les molécules qui existent. En fait, vous pouvez classer les molécules dans un peu 2 familles différentes. Enfin, il y a plein de manières de classer les molécules en fait, dans la vie. En tant que chimiste, vous pouvez les classer de différentes manières. Mais une manière, c'est d'utiliser le concept de ce qu'on appelle la polarité. Allez, ça y est, je dis le gros mot. Ou plutôt le caractère, on va plutôt parler d'hydrophile et d'hydrophobe, je pense, c'est plus intéressant, dans le sens où une même molécule peut être soit attirée par l'eau, entre guillemets, être bien avec des molécules d'eau autour, être stabilisée par l'eau qui est autour. Donc là, on parle d'une molécule qui est hydrophile, parce que c'est une molécule qui va avoir des interactions avec des molécules d'eau facilement. Elle va bien aimer avoir des interactions avec des molécules d'eau. Et les molécules hydrophobes, ça va plutôt être des molécules qui, au contraire, vont s'éloigner de l'eau, vont avoir des interactions mais répulsives, enfin vont absolument chercher à quitter l'endroit, à quitter l'eau. D'ailleurs, on parle des fois de revêtement hydrophobe quand un revêtement sur une surface n'absorbe pas l'eau, c'est-à-dire que l'eau, quand vous déposez de l'eau, l'eau ne va pas s'infiltrer dans le revêtement, elle va fuir, elle va continuellement essayer de partir, quoi. Donc ça, on parle d'un revêtement hydrophobe, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des molécules qui peuvent être hydrophiles, voire hydrophobes. Le cas de l'éthanol, c'est un petit peu, elle a un petit peu les 2 parties, c'est-à-dire que la partie carbone est plutôt hydrophobe. Tout ce qui est vraiment organique à base de carbone, ça a tendance plutôt à ne pas avoir spécialement d'interaction ou d'affinité avec l'eau, alors que la partie hydrophile, alors que la partie alcool là, de la molécule, qu'on qualifie de polaire, mais bon, ça c'est une autre discussion, va avoir beaucoup plus d'affinité avec l'eau. Et en fait, comme cette molécule, l'éthanol, on peut la qualifier de molécule un peu hybride, avec une partie qui aime bien l'eau et une partie qui aime pas trop l'eau. Mais comme elle a une partie qui aime bien l'eau, elle va être stable avec de l'eau. C'est pour ça que vous pouvez faire des mélanges hydroalcooliques d'ailleurs. Si on peut faire des mélanges hydroalcooliques, c'est bien qu'on peut mélanger de l'eau et de l'éthanol ensemble. Donc ça veut bien dire que l'éthanol peut avoir des interactions avec l'eau. Donc ça, c'est grâce à la tête du chien. C'est mon chien. C'est grâce à la tête du chien parce que vous avez l'oxygène. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'affinité avec l'eau. Mais par contre, le reste ici, le corps du chien, c'est mon chien. Le corps du chien, il s'intéresse pas trop à l'eau. Mais par contre, il s'intéresse à d'autres molécules organiques. Il peut stabiliser d'autres molécules organiques et donc être mélangé à d'autres molécules organiques et donc servir, on va dire, de solvant, parce que le principe d'un solvant, c'est quand même de pouvoir stabiliser les solutés, de pouvoir stabiliser les autres ingrédients, les autres molécules qu'il y a dans le milieu. Et donc, avec le corps du chien, avec juste pas sa tête, mais le corps là, qui est plutôt hydrophobe, il va pouvoir stabiliser les molécules organiques, les molécules carbonées. Donc en fait, c'est une molécule hybride. Je ne sais pas si tu es en train. Je me permets de te couper. Je ne sais pas si tu es en train de montrer ma tablette, mon écran. Non, parce qu'on ne voit pas ta tablette. Tu ne partages pas ta tablette. Les gens, ils le voient sur mon live, mais pas sur le tien. J'étais en train d'illustrer au fur et à mesure, en train de. Ouais, c'est pas grave. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y a 2 parties hybrides, mais après, je te laisse expliquer à ta manière. Il y a 2 parties hybrides, une partie plus pote avec l'eau et une partie plus pote avec les molécules organiques. Et comme c'est une hybride, du coup, ces molécules passent partout. En fait, c'est une molécule, elle est pote avec tout le monde. Donc, elle peut servir facilement de solvant puisqu'elle peut stabiliser un peu toutes les formes de molécules qui existent. Voilà. Donc, juste pour rappeler, juste pour réillustrer tout ce qu'on a dit, une molécule d'eau, on avait dit qu'elle était, lors du premier formule brute, on avait dit qu'elle était polaire parce que l'oxygène attirait plus les électrons de des liaisons vers elle et qu'elle était globalement chargée moins, elle était delta moins. Du coup, le fait qu'elle soit chargée moins faisait que les H étaient à peu près delta plus. On va avoir... ils étaient à peu près chargés positivement. On va avoir le même problème dans la molécule d'éthanol, avec un côté
qui est globalement plus, mais ce carbone-là qui, lui, est plus trop influencé et qui, du coup, lui, il s'en fout. Il est bien comme il est. Il est chez McDo, venez comme vous êtes. Rien à voir. Et donc, quand vous mélangez de l'éthanol et de l'eau, vous pouvez avoir ce phénomène où vous avez le H qui est à peu près plus, qui va s'orienter avec une molécule d'eau. Donc, le fait qu'on puisse avoir cette association au sein de la molécule va faire que les deux molécules vont être miscibles. On va pouvoir faire un mélange eau-éthanol qui va être primordial quand on va faire de la bière ou faire du vin, parce qu'il faut un mélange. Si on n'a pas le mélange, on se retrouve avec quelque chose de non miscible, de non mélangeable, où vous allez avoir une couche au fond et une couche au-dessus en fonction de la densité des deux liquides. Quand vous avez de l'huile et de l'eau, par exemple, vous avez cet effet-là. Avec l'huile qui est plus dense, parce que l'huile, c'est un groupement de carbone avec des chaînes de lipides avec une tête qui vont être là, qui est une tête qui n'est pas assez hydrophile pour être mélangée à l'eau. Cette chaîne de carbone va être hydrophobe, c'est-à-dire que l'eau qui va venir s'approcher, qu'elle soit orientée du côté moins ou du côté plus, bah, ça ne va rien changer, elle ne va pas pouvoir se mélanger. Et donc, vous avez une décantation qui est possible, où vous avez votre couche d'huile et votre couche d'eau qui vont se séparer. Ce n'est pas le cas pour l'éthanol, comme on le disait, parce que déjà, la molécule est petite, donc la chaîne de carbone, elle n'a pas le temps d'être assez longue pour ne pas pouvoir être accessible à l'eau, pour ne pas pouvoir s'affilier à l'eau. Et de l'autre côté, c'est que la tête hydrophile, elle est tout de suite présente, elle est tout de suite accessible, et vous avez ce mélange qui est possible, où vous avez des liaisons qui se font les unes par rapport aux autres, les molécules d'éthanol avec les molécules d'eau. Et donc, vous avez un mélange qui se fait. Vous avez un mélange, vous avez une bière, vous avez du vin, vous avez tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu plus technique pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur les notions de hydrophobe, hydrophile. Au niveau de la structure de la molécule, en fait tout ça c'est encore une histoire d'interaction. On n'arrête pas de répéter à tous les épisodes ça, mais il y a beaucoup de choses qui s'expliquent en chimie juste avec ce qu'on appelle les interactions, le fait que des groupes d'atomes vont avoir une affinité. Alors avoir une affinité, ça veut tout et rien dire, mais en gros, grossièrement, ça veut dire qu'ils aiment bien être en présence de quelque chose, avoir une affinité avec cette chose X, ça veut dire interagir avec elle et être bien avec elle, du coup, via l'interaction. Et donc là, encore une fois, c'est une histoire d'affinité des atomes en fonction de avec qui ils ont de l'affinité. Est-ce que c'est avec des molécules qui ressemblent à des molécules d'eau, ou au contraire des molécules qui ressemblent plutôt à des molécules organiques, quoi, qui sont différentes. Voilà. Je réfléchissais si on n'avait pas un autre... Si vous avez des questions, des remarques ou vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas. Moi de mon côté, dans les applications, je voulais continuer parce qu'on est sur la lancée. Vite fait, pour revenir sur les carburants rapidement, c'est vrai qu'on va en utiliser de plus en plus probablement de l'éthanol, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du bioéthanol, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Pourquoi il est bio? Parce qu'en fait, il est produit biologiquement à partir de micro-organismes. En fait, le bioéthanol, c'est de l'éthanol qui a été produit à partir justement des bactéries qu'on a cultivées et qui ont consommé des sucres, qui ont consommé de la matière organique, et en particulier des sucres, pour produire de l'éthanol. Et c'est historiquement aussi comme ça qu'on a produit les boissons alcoolisées. Donc c'est ce qu'on appelle la fermentation, plus grossièrement parlant. Et donc on peut utiliser la fermentation pour produire de l'alcool, donc pour de l'alcool de consommation, mais aussi pour de l'alcool pour le carburant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là du bioéthanol. Donc le bioéthanol, c'est juste de l'éthanol normal, c'est la même molécule, mais sauf que bio veut juste dire que ça a été fait par des micro-organismes, par un processus biologique et pas par des processus chimiques. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi produire l'éthanol avec des réactions chimiques dans des industries particulières. On peut produire de l'éthanol à partir de méthane. Ouais. Oui, alors, comment ça marche, Papy Mollusque? Alors, je ne sais pas si ta question porte sur les carburants pour fusée, mais on va traiter de comment ça marche pour la production d'éthanol. Ouais, c'est ça. La fermentation. Donc, à l'écran, là, ce que je vous ai mis à l'écran actuellement, c'est une image d'un microscope électronique, d'une vue de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, c'est une levure, c'est une bactérie
c'est une cellule qui est capable de survivre. C'est un être unicellulaire qui va être capable de survivre à partir de sucre, qui va manger du sucre et brûler du sucre en fait. Il va y avoir une réaction d'oxydation à l'intérieur. On va brûler du sucre pour fournir de l'énergie. Cette énergie, ça va être de l'ATP, la même molécule de création d'énergie que notre corps à nous. Et cette réaction va se faire par une voie métabolique qu'on ne décrira pas là, mais qui va être de prendre du sucre, de le découper, et une de ces découpes, une de ces chutes de molécules va être de l'éthanol. Et en fait, ce sucre, il est présent naturellement dans la nature à partir d'images comme ça. C'est une image que j'ai fait moi au microscope, où j'ai récupéré j'ai coupé une patate et j'ai récupéré la petite poudre blanche qui sort de là, le jus de la patate qu'il y a dessus. Et ce jus, c'est de l'amidon. Ce sont ces billes qu'on voit là. C'est des billes de sucre qui sont agglomérées les unes aux autres, qui forment ces billes d'amidon que vous avez sur les pommes de terre, que vous avez dans le houblon, que vous avez partout. Et cet amidon, ça va être des chaînes de sucre rattachées les unes par rapport aux autres. Et vous avez à l'intérieur de ces enzymes, à l'intérieur de ces bactéries, de ces Saccharomyces cerevisiae, l'image de tout à l'heure, vous avez des enzymes qui vont être capables de découper à certains endroits. Donc on rappelle, les enzymes, c'est des molécules fonctionnelles qui vont pouvoir faire certaines fonctions dans l'organisme. Et là, l'enzyme en question, elle est spécialiste de la découpe des sucres. Là, c'est plein de sucres qui sont collés les uns avec les autres. Et en fait, ce que va faire l'enzyme, les enzymes qui sont en ASE, elles vont se mettre à... C'est des ciseaux, c'est des sortes de molécules, c'est des molécules ciseaux en fait, les ASE, les enzymes. Et là, elles vont tac, 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 comme ça, elles vont découper aux endroits où il y a les flèches, quoi, en gros. C'est ça, exactement. Et Lord Gibus, tu dis sucre lent et sucre rapide, c'est exactement ça. Quand vous avez une pâte sous forme de farine et que vous avez, vous avez de l'amidon ou vous avez une pomme de terre, ça va être des sucres lents, parce que quand cette chaîne de sucre rentre dans votre organisme, il va falloir d'abord les découper pour avoir des sucres, pour ensuite faire les réactions. Donc ça va prendre plus de temps que si juste vous mangez un carré de sucre blanc de glucose, qui va être directement du glucose injecté directement dans le sang. Et donc, quand vous prenez des sucres rapides, quand vous faites du sport, c'est pour ça que c'est intéressant de manger des barres sucrées, des barres céréales, des trucs comme ça, parce que les barres céréales vont être agglomérées avec du miel ou des sucres rapides, et les céréales en elles-mêmes vont vous apporter de l'amidon et des sucres lents. Donc dans les barres céréales, en fait, c'est un mélange de sucre rapide, donc miel, etc., et de sucre lent que sont les céréales, quoi. C'est ça? Ouais. D'accord, je savais pas. Les Mars, les Bounty, les trucs comme ça, vous avez du chocolat et gavé de sucre, mais en même temps, à l'intérieur, vous avez des noix, des peanuts, des cacahuètes. Vous allez avoir des barres céréales, des trucs comme ça, et vous allez pouvoir avoir de l'énergie rapide et lent ajoutée dans le même produit. D'accord. Donc là, il y a cet amidon qui rentre, qui est présent. Alors, il faut rappeler l'amidon qui est présent dans les plantes. Alors, moi, j'avais vu plantes sucrières, donc ça peut être betterave, canne à sucre, où il y a aussi les céréales, maïs, blé. Pommes de terre. Les pommes de terre. La plupart en fait, l'amidon va servir dans les graines, dans les fruits des aliments, dans les fruits des plantes ou dans les bulbes. Ça va servir de stockage d'énergie. Pour permettre à la future plante de pousser. C'est ça. Donc, dans la pomme de terre, vous allez avoir une énorme quantité d'amidon, et à partir de cet amidon, vous avez... Le réservoir. Ouais, c'est un énorme réservoir, et vous avez des têtes au niveau des yeux de votre pomme de terre que vous enlevez quand vous épluchez vos patates. Vous avez des branches, des racines qui peuvent sortir, parce que ce stockage de l'amidon, il est sous terre, et donc vous avez des racines qui peuvent sortir, des rhizomes, qui vont pouvoir s'élever dans l'atmosphère et qui vont pouvoir former des feuilles, des branches, etc. Dans le cadre de la pomme, dans le cadre d'une pomme, vous avez des sucres aussi dedans. C'est pas forcément de l'amidon, ça va être du fructose, parce que les fruits aériens comme les pommes, comme les fraises, il y a plein de trucs qui utilisent du fructose. Vous allez avoir des sucres
qui vont former le fruit principal. Et à l'intérieur de ce fruit, vous avez des pépins. Et dans ces pépins, une fois qu'ils sont en situation à température et à hygrométrie favorable, vous allez avoir une pousse. Ouais. Bon, pour revenir sur les sucres, les bactéries qui vont manger les fameux sucres lents que tu montres. Donc ces bactéries, elles ont dans leur organisme des enzymes qui sont en fait des molécules fonctionnelles qui vont avoir le rôle de découper. C'est là où vous avez les flèches. Vous avez c'est les lieux de découpe qui sont indiqués avec les flèches rouges, flèche bleue et flèche verte. Et donc, il y a une bonne question de bêta-QV0 qui demande, mais la bactérie, d'accord, elle va consommer le sucre, enfin, elle va le découper, elle va le digérer, elle va produire de l'éthanol en retour, mais est-ce qu'elle va pas s'intoxiquer en produisant de l'éthanol finalement? En fait, c'est ça, la bactérie, elle va rester dans un milieu où elle va certes consommer le sucre à disposition, mais est-ce qu'elle va pas s'intoxiquer au bout d'un moment? Non, parce qu'elle n'a pas le même métabolisme que nous. C'est ce qu'on appelle de la respiration anaérobique, c'est-à-dire que pour faire dans les organismes, il y a deux types de respiration. Aérobique qui va consommer de l'oxygène pour fournir de l'énergie, et anaérobique qui ne va pas fournir de l'oxygène, qui va utiliser les sucres directement. Ouais. Qui va utiliser les sucres directement. Les bactéries n'utilisent que la respiration anaérobique. Donc, ça dépend de quelles bactéries. Toutes les bactéries ne sont pas anaérobiques, je pense. Mais bon, oui. Il faudrait vérifier, mais la plupart, je dirais. Mais sinon, comme dit Thienou, je pense qu'aussi il y a un effet en fait, la fermentation, elle s'arrête aussi au bout d'un moment. Enfin, c'est-à-dire que quand il y a trop d'alcool, je pense, où il y a peut-être un équilibre. Après, à fort taux d'alcool, on se retrouve avec une situation où la bactérie, elle se dissout. Ouais. On a le phénomène que j'ai montré tout à l'heure, avec la molécule qui se désagrège dans le milieu, parce que l'éthanol vient découper la paroi cellulaire. Oui, donc voilà, c'est ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, l'éthanol va avoir un effet antiseptique. C'est ça. Mais et c'est pour ça qu'on peut pas désinfecter. Mais oui. C'est pour ça qu'à la fin, on obtient, à la fin de la fermentation, c'est pas tout le sucre qui a été converti en éthanol et voilà, on a de l'éthanol pur. Non, en fait, on a un mélange de plein de choses, enfin de sucre qui est encore présent et plein de molécules aussi différentes, parce qu'il n'y a pas que de l'éthanol que produit la bactérie, j'imagine. Donc après, il faut traiter le résultat de cette fermentation-là. On a notre source de houblon, que ce soit notre source d'amidon, pardon. Dans le cadre de la bière, c'est du houblon avec du malt. On mélange les deux, on rajoute de l'eau, on fait une soupe de houblon qu'on va rajouter les levures après avoir ajouté le malt, l'eau et le houblon. On va contrôler tout ça, on va mettre ça à une température. On va faire une infusion de houblon et de malt. On va rajouter les bactéries et on va avoir une fermentation qui va pouvoir se faire avec une décantation où on va juste récupérer le surnageant où l'éthanol s'est retrouvé dans notre liquide. Et donc, avoir rajouté le malt, le houblon et tout ça en proportion intéressante, on va obtenir des types de bières différents. Ouais. Et après filtration, ou non, là, l'étape de filtration, on peut l'escamper pour avoir des bières plus artisanales avec des levures. Quand on voit un dépôt au fond de notre bouteille de bière, c'est que la filtration n'a pas été complète et que vous avez encore des levures qui ont décanté au fond des bactéries qui ont décanté au fond de votre bouteille. Encore, quoi. Bah non, justement, parce qu'elles sont dead parce que les températures ne sont plus adaptées à leur survie. Ah oui, c'est ça, parce que la fermentation aussi, ça demande de travailler à des températures assez élevées, je crois, c'est 35, 40 degrés. C'est autour de 35-37 degrés. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'est intéressant, parce que déjà, tu as expliqué le processus de fabrication des boissons alcoolisées type bière, on va dire. Mais après, il y a des étapes supplémentaires. Ça marche pareil avec le vin. Oui. Ça marche pareil avec le vin, c'est juste que ce sera d'autres levures. D'autres levures et d'autres plantes aussi. On prend le raisin. Oui, exactement. La différence, la bière, c'est que dans le houblon, il y a de l'amidon. Et donc, les levures qu'on va utiliser, c'est Saccharomyces cerevisiae, qui ont les enzymes qui permettent de découper l'amidon pour utiliser le sucre pour en faire de l'éthanol. Dans le cadre du raisin,
c'est du fructose, ça va être des sucres plus simples qui vont être utilisés. Et donc, on a besoin de levures différentes. Levures, bactéries qui sont d'ailleurs naturellement présentes sur le grain de raisin. C'est pour ça qu'il suffit de le presser et de le mettre en bouteille pour avoir une fermentation. Ah d'accord. Et le mettre à une bonne température aussi, j'imagine, pour que... Et le mettre à température. Le champagne, très bon exemple. Le champagne, c'est du vin, c'est du vin standard. C'est juste qu'on l'a mis en bouteille avec les levures. Et du coup, les levures font de l'éthanol et du CO2. Le CO2 se retrouve dissous dans la bouteille. Et on va sabrer le champagne une première fois. On va dégorger le vin, comme le dit Lord Gibus, pour envoyer une partie du contenu de la bouteille en dehors de la bouteille, et donc on se retrouve à éliminer les levures comme ça, et ça dégage. D'accord. Ok. Et moi, donc on enlève les levures comme ça, on stoppe la fermentation grâce à ça. Je voulais parler après des étapes supplémentaires pour produire d'autres types d'alcool, parce qu'en fait, on pourrait s'arrêter là, comme tu l'as dit, pour faire le vin ou la bière, qui ont des degrés... bon, la bière, c'est de degrés alcooliques... entre 2 et 10. Et à 10 degrés. Ouais, déjà, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est un degré. Je dis degré alcoolique, mais c'est degré d'alcool, je crois, ou titre alcoométrique. Titre alcool, ouais. Alcoométrique volumique. C'est le pourcentage degré alcoolique. Si ça se dit degré alcoolique, pardon. Oui, dans un volume donné, avoir 10% d'alcool, ça veut dire que dans 1 litre de notre mélange, vous avez 100 millilitres. 10%, c'est 100 millilitres d'alcool. D'éthanol pur. D'éthanol pur. Et donc c'est ce pourcentage que vous avez sur les bouteilles, c'est juste ça. Et donc dans la bière où c'est autour de 5%. Entre 2 et 12%. Si c'est 5%, ça veut dire qu'il n'y a que 5% en volume en fait d'éthanol par rapport à l'eau. Et si tu as 5% dans une bouteille de 33 centilitres par exemple, ça veut dire que tu as 1,8 centilitres d'éthanol dans ta bière. Un truc comme ça. Attends, répète ce que tu as dit. Si tu as 5% d'alcool dans ta bière de 33 centilitres, ça veut dire que tu as si tu calcules, ça veut dire que tu as 1,8 centilitres d'éthanol. Ouais. Je voulais parler un peu des degrés d'alcool avant qu'on parle on parle d'une autre manière de produire les alcools très forts. J'avais vu que pour ce qui est tu sais, l'alcool dans le sang, il y en a à différents niveaux, on a différents effets sur l'organisme. Et en fait, j'avais vu que la mort était sûre et certaine à partir de 5,5 grammes par litre de sang. À partir de déjà 4,5, c'est mort probable, on va dire, mais bon, il y a peut-être des gens qui ont survécu à 4,5 grammes par litre de sang. Mais 5,5, c'est sûr, on est mort. Donc en fait, je me suis intéressé à ça. Pourquoi ? Pour faire un peu des petits calculs, pour savoir à quoi ça correspondait en termes d'éthanol, tu vois. Parce que 5,5 grammes par litre de sang, sachant qu'on a en général, en tant qu'adulte, 5 litres de sang. Donc ça veut dire que notre organisme, pour vraiment mourir, il faudrait ingérer 27,5 grammes dans tout le sang, tu vois. Donc si on ingère 27,5 grammes, a priori, si on a 27,5 grammes d'alcool dans tout le corps, dans tout le sang qu'on a, ça veut dire qu'on meurt. Et je me suis dit, mais 27,5 grammes, ça correspond à quel volume d'alcool, tu vois, un gramme d'alcool. Et en fait, ça correspond à 35 millilitres, ce qui est actuellement là, et ce qui est de l'alcool que j'ai récupéré de mon labo, du coup de l'éthanol pur. Donc voici de l'éthanol, mesdames et messieurs. On n'a même pas commencé par là, mais c'est un liquide transparent, translucide, qui ressemble beaucoup à l'eau, et qui est ici actuellement. Donc avec ça, vous mettez ça dans le sang, vous mourrez en fait. Alors, mais c'est là où c'est subtil, c'est que ça, en fait... Il faut le mettre dans le sang directement. Il faut le mettre dans le sang directement, parce que si ça... vous buvez ça... En fait, là, c'est 35 millilitres d'éthanol pur. Et 35 millilitres d'éthanol pur, ça correspond à peu près à 2 pintes de bière, à 5% en volume. Donc,
Et quand on boit 2 pintes de bière, on ne meurt pas. On passe en général une bonne soirée. On passe une bonne soirée avec 2 pintes de bière à 5%. Mais on ne meurt pas. Parce que une pinte de bière, ça fait 20 grammes, d'accord ? Une pinte de bière à 5% volume, ça fait 20 grammes. Donc 2 pintes, ça fait 40 grammes. Non, mais vous êtes même au-delà, excusez-moi. Ça fait plutôt une pinte et demie. Vous prenez une pinte et demie, donc vous êtes à 30 grammes. Et à 30 grammes, vous êtes autour des 27,5, d'accord ? Donc une pinte et demie de bière, ça fait ça en alcool. En gros, ça, ce que je vous montre là à l'écran, ça c'est une pinte et demie de bière, d'accord ? À 5%. Si vous buvez une pinte et demie ou 3 demi, si vous voulez, 3 demi, ça fait ça. Si on dit que c'est 25 centilitres. Mais si vous buvez une pinte et demie, bah vous mourrez pas. Pourquoi ? Parce que notre organisme est capable, et on l'a dit un peu au début, de gérer en fait l'alcool. De pas justement de purifier un peu le sang. Alors je sais pas exactement comment ça marche. Si l'alcool qu'on ingère est d'abord dans le sang et le sang est filtré, je pense que c'est ça, ou si... je pense qu'il passe d'abord dans des organes qui vont le filtrer et après il va dans le sang. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a 2 trucs. Il y a déjà que quand il y a le passage dans l'estomac, tout l'éthanol que tu bois ne passe pas directement dans la paroi de l'estomac et dans le sang directement. Ouais. Tu auras je sais pas, 30% du sang, de l'éthanol qui va passer. Le reste va être évacué dans les urines et dans les selles. Et l'autre aspect, c'est que le sang est constamment filtré par le foie à hauteur de 0,1 g par litre par heure, un truc comme ça. Donc, l'accumulation se fait que si tu bois plus que 0,1 g d'éthanol. L'accumulation ne se fait que si tu as plus de 0,1 g par litre de sang déjà dans le corps. Donc, oui, c'est ça, il faut que tu es saturé, quoi. Déjà, tu as une partie qui est évacuée, tu as une partie de l'éthanol qui est évacuée naturellement parce que ça ne passera pas la paroi de ton estomac et de ton intestin. Et la deuxième partie, c'est que c'est constamment filtré par le corps dans le foie et qu'on va avoir cette dégradation en méthanal dont on a parlé un peu plus tôt. Voilà. Donc, rassurez-vous, en fait, ça, si vous le buvez, c'est l'équivalent d'une pinte et demie. Donc, en fait... Ça vous met quand même, c'est quand même très fort, c'est de l'éthanol absolu, donc c'est presque de la vodka. La vodka, c'est pas aussi haut que ça. Mais voilà, on aura d'autres problèmes que. Ouais. Parce que c'est aussi ce qui fait le poison, bah voilà, c'est le fait que de boire d'un coup beaucoup d'alcool et pas laisser le temps au corps de, en fait, tout simplement d'évacuer. Donc ça, c'est quand même voilà, très très dommageable. Voilà. Même si c'est... Un truc intéressant, si on reste dans la confection d'alcool, chose qui a été beaucoup observée pendant la prohibition aux États-Unis. La prohibition, donc pour rappel, aux États-Unis, c'est que c'est une période de l'histoire des États-Unis où la consommation d'alcool était interdite. Alors, je ne sais plus les détails si c'est interdit publiquement, oui, mais les établissements... les débits de boissons étaient interdits. Et donc, il y a eu tout un réseau clandestin de production et de distribution et de consommation d'alcool. Il y avait des bars clandestins, il y avait des brasseurs et des faiseurs d'alcool clandestins. Les gens se sont fournis des alambics pour pouvoir distiller leur alcool dans les règles de l'art, dans leur garage. Et un truc qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient macérer n'importe quoi, des prunes, des fruits, ils faisaient macérer des trucs. Et ils faisaient de l'agnole, ils faisaient ce qu'on appelle le torboyau. Alors attends. Bien sûr, non. Merci beaucoup, et je remercie au passage rapidement Chaperoneuil pour le raid. Merci, bienvenue à vous sur la chaîne. N'hésitez pas à dire, Chaperoneuil, n'hésite pas à me dire ce que tu faisais en live, évidemment, et bienvenue aux viewers. Installez-vous confortablement. On parle d'éthanol, une molécule que vous avez probablement déjà ingérée si vous avez déjà bu de l'alcool. Voilà, donc là tu nous parles un petit peu de l'histoire, un fun fact, une partie de l'histoire concernant l'éthanol, une période aux États-Unis où
l'éthanol était interdit, enfin la vente de boissons alcoolisées était interdite. Donc il y avait des commerces Il y avait des commerces clandestins et des producteurs clandestins. Voilà. Et le problème, c'est qu'en général, quand on touche à la clandestinité, c'est pas les gens les plus instruits qui se lancent là-dedans. Il y a tout plein de raisons sociales à la criminalité, mais dans ce cadre-là, c'était des communautés plutôt pauvres et qui manquaient l'instruction de la manipulation de l'éthanol pour comprendre que quand on produit de l'alcool, on ne produit pas la molécule directement pure, on produit aussi des molécules proches qui vont avoir d'autres effets sur le corps. En l'occurrence, le méthanol qu'on a décrit au début de l'émission. Et je vais reprendre vite fait la température d'ébullition de l'éthanol et du méthanol. Mais je crois que l'éthanol bout donc s'évapore. Peut-être qu'avant, il faut expliquer le principe de la distillation. Enfin, il faut expliquer aussi, parce que c'était l'étape d'après, on avait dit tout à l'heure que la fermentation déjà de base, ça permettait d'avoir assez facilement les bières et les vins parce que en fait on laissait les bactéries, les levures venir consommer les sucres qui étaient présents et en consommant les sucres, elles vont transformer les sucres en alcool, en éthanol et ensuite on pouvait éventuellement filtrer ce qu'il y avait pour enlever les levures et avoir votre boisson préférée de bière ou de vin. Mais il y a une étape supplémentaire pour avoir des vins, enfin pour avoir, excusez-moi, des boissons alcoolisé de plus haut degré d'alcool. Donc là, on parle plutôt de whisky, de spiritueux par exemple. Et donc ça, il faut employer un procédé supplémentaire. Une fois que vous avez votre alcool, votre mélange, il faut employer ce qu'on appelle la distillation. Je crois pas qu'on en ait déjà parlé dans notre série Formule Brut. Moi, j'en ai déjà parlé pas mal sur ma chaîne, mais c'est un procédé assez commun en chimie, la distillation. C'est une méthode qui permet en fait de séparer les différentes molécules d'un mélange. En fait, quand vous avez un mélange de plein de molécules différentes, et c'est le cas à la fin d'une fermentation, en fait, vous avez plein de molécules qui sont issues par exemple de la production de la bactérie, mais aussi vous avez les molécules de la bactérie elle-même qui sont plongées. Enfin bref, vous avez une sorte de mélange un peu dégueulasse avec les restes de plantes, évidemment, que vous avez dû mettre. Les molécules des plantes qui ont été extraites par la macération et la fermentation, tout ça. Donc bref, la distillation permet de séparer toutes ces différentes molécules basées sur du coup la température d'ébullition. C'est pour ça que Getbenzen cherchait, c'est pour ça que Sylvain cherchait les différentes températures. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chauffer le mélange, tout simplement, et le mélange, en chauffant progressivement, chacune des molécules du mélange va s'évaporer aussi progressivement, parce que toutes les molécules n'ont pas la même température d'ébullition, et donc les molécules qui sont qualifiées de très volatiles, comme les alcools, vont bouillir en premier. Elles vont se mettre à bouillir et à s'évaporer en premier. Donc en chauffant progressivement, vous allez d'abord faire évaporer les molécules les plus volatiles, les plus petites, souvent comme les alcools. Et après, vous pouvez monter jusqu'à du coup 100 degrés en général. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 100 degrés, vous faites évaporer l'eau. Et comme l'eau, c'est le solvant, c'est le milieu dans lequel vous faites l'expérience, dans lequel baignent, on va dire, les molécules, à partir de 100 degrés, l'eau commence à s'évaporer. Donc là, vous n'avez plus rien à évaporer après. J'ai refait un petit diagramme. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que les vapeurs, ensuite, alors je vais montrer ton diagramme, ça va peut-être m'aider à mieux expliquer. Voilà, c'est très bien parce que du coup... Quand on dit les plus petites, c'est les plus légères aussi. C'est ça. Les vapeurs, elles vont monter donc elles sont initialement dans une sorte de fiole qu'il a dessiné, le mélange de fermentation. Et les vapeurs vont monter dans le tuyau là, qui est mis à la verticale et vont aller au niveau vont tourner au niveau du col que vous voyez au niveau du virage plutôt, et vont passer dans ce qu'on appelle un réfrigérant. En fait, le réfrigérant, il est autour du tuyau, et il y a souvent de l'eau qui circule, et c'est de l'eau froide qui permet de refroidir, on va dire, les parois du tube, ce réfrigérant. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il est plutôt... Il y en a un aussi à cet endroit-là. Il y en a partout. Il y en a partout. Le but du réfrigérant, c'est quoi ? C'est de permettre aux vapeurs chaudes de se condenser. Comme le réfrigérant refroidit, les molécules qui sont en phase gaz
au contact du froid, eh ben, vont se condenser, donc c'est-à-dire passer de l'état de gaz à l'état de liquide, vont former de micro-gouttelettes qui vont venir se coller à la paroi. Et ces gouttelettes vont ensuite progressivement être collectées. Donc c'est ce qu'il y a à droite sur le schéma. Vous avez un petit bac pour pouvoir collecter le sorte de carré. Là, c'est une sorte de bac de collecte. Voilà, c'est bien parce qu'il dessine les petites gouttes qui vont venir être collectées sur la droite par ce bac. Et donc, en fait, on comprend bien qu'au fur et à mesure que les vapeurs, les molécules chauffent en fait, et donc passent de l'état liquide à l'état de gaz. Donc vous avez des vapeurs qui sont initialement très chargées en molécules volatiles, donc les molécules qui bouent à des températures très basses. Donc vous avez d'abord ces vapeurs-là qui sont chargées entre autres en méthanol, oui d'abord méthanol, puisque méthanol c'est la température. Le chauffage. Quand on va chauffer autour de 68 degrés, on va récupérer le méthanol. Si les vapeurs sont à 68-70 degrés, ça va aller parce que l'éthanol, le peu d'éthanol qui va réussir à s'évaporer va être tout de suite refroidi par la colonne principale ici et donc va retomber sous forme de liquide dans notre alambic. Et donc on ne va évacuer que le méthanol. Et ensuite, une fois que plus rien ne sort à la sortie de notre alambic, on va pouvoir changer le bac, ici à la sortie, chauffer plus, autour de 80 degrés, et récupérer l'éthanol. Et il faut faire super attention de bien faire ça, parce que si on chauffe tout de suite autour de 80 degrés, on va récupérer l'éthanol et le méthanol. Et le problème, c'est que le méthanol, quand on le boit, lui, il est beaucoup plus toxique que l'éthanol, et il va venir détruire il s'attaque principalement aux cellules des nerfs optiques. Donc, quand on dit que torboyau m'a rendu aveugle, en fait, c'est une expression qui, quand on dit que cet alcool m'a rendu aveugle, ça vient du fait que c'était de l'alcool mal distillé, de mauvaise qualité, qu'il y avait du méthanol dans notre mélange, et qu'à force de consommer cet alcool de merde, on s'est retrouvé à se faire bouffer le nerf optique par ce méthanol. Et donc, on devient aveugle. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, à cause de la production clandestine, donc pas forcément fait de manière très professionnelle, entre guillemets, ils n'étaient pas très bien équipés ou peut-être qu'ils ne savaient pas bien distiller et leur distillation n'était pas suffisamment efficace pour bien séparer les différentes molécules d'un mélange. Elle était efficace, mais il ne séparait rien du tout, quoi. Ah oui, donc elle n'était pas efficace du tout, quoi. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, dans les fractions, dans le liquide qui s'arrivait à récupérer sur la droite, il récupérait encore des mélanges. Donc ça veut dire que votre distillation n'a pas marché parce que l'objectif de distillation, c'est bien de séparer le méthanol de l'éthanol, de tous les autres alcools, de l'eau, etc. Si vous faites une très bonne distillation, normalement, vous devez obtenir des liquides qui sont purs à chaque fois, à chaque fraction, en montant progressivement de température. En gros, vous montez d'abord à 68 degrés et en essayant de rester à 68 degrés, vous collectez un maximum de vapeurs qui vont être chargées en méthanol et que vous allez pouvoir récupérer par la suite au niveau du bac en refroidissant grâce au réfrigérant. Et après, vous montez, vous chauffez encore davantage pour monter jusqu'à la température d'ébullition de l'éthanol, donc 80 degrés, 79-80. Et pareil, vous faites la même opération. Et comme ça, vous pouvez après, vous changez évidemment le bac entre-temps, parce que sinon vous allez récupérer les mêmes gouttes. Vous changez de bac et comme ça, vous allez fractionner votre mélange. Parce que vous allez avoir plein de petits bacs avec... Dans un bac le méthanol, dans un bac l'éthanol, dans un bac un autre alcool, dans un bac le machin, le bidule. Et là, vous avez toute la famille, quoi. C'est mon chien. Et ce qui est cool, c'est que c'est assez facile de voir si votre distillation est complète, parce que naturellement, s'il n'y a plus de méthanol, alors, quand vous êtes à 70 degrés et qu'il n'y a plus de méthanol dans votre mélange, il n'y a plus rien qui coule à la sortie de votre alambic. Quand la distillation s'arrête, c'est que vous avez récupéré toutes les molécules qui étaient à même de s'évaporer à cette température-là. Et donc, c'est très facile de le voir, il faut juste le savoir bien comme il faut. Et d'ailleurs, la distillation est interdite en France. Je crois qu'il faut une autorisation, comme tu le dis, Anodin, parce que ces connaissances-là sont super importantes à avoir. Et donc, le gouvernement ne laisse pas faire qui veut son propre alcool à la maison. Parce qu'il y a des risques d'intoxication. Parce qu'il y a des risques d'intoxication. D'alcool distillé, j'entends. Parce qu'on peut se faire son cidre à la maison. C'est pas dans le cidre que va y avoir des gros problèmes, parce que
justement, c'est pas distillé. Oui, et justement, les alcools à distiller, bah, ça va être les alcools qui vont être le plus concentrés en alcool, parce que vous comprenez bien que grâce à la distillation, vous pouvez récupérer de l'éthanol, mais du coup sous forme pure, c'est-à-dire que vous avez un liquide qui est quasiment composé que d'éthanol. Et donc après, bah, vous pouvez faire des boissons qui sont très alcoolisées, et donc des spiritueux, des whisky, ce genre de bail. Après, je pense que j'imagine que tu vas le diluer, whisky, tu vas le couper. Je crois me souvenir que le whisky, c'est aussi de la distillation. Oui, il y a de la distillation, mais c'est stocké dans des fûts. Oui. Et ces fûts-là, ce seront ces fûts-là qui vont donner des arômes de bois, oui, bien sûr. Des trucs comme ça. Après, il y a plein de méthodes différentes. L'éthanol, ensuite, tu le mets avec des mélanges, des épices, des trucs comme ça, pour obtenir des whiskies avec des goûts différents, des liqueurs avec des goûts différents. D'ailleurs, peut-être que ce qu'on appelle liqueur, c'est des alcools distillés. Peut-être, je connais pas la définition d'une liqueur. Je vais vérifier. Tu peux aller regarder éventuellement. Mais effectivement, comme dit Lorgibus, c'est le même principe avec le pétrole brut qu'on récupère sous la terre. On va devoir séparer toutes les molécules du mélange parce que le pétrole, c'est constitué d'un mélange d'hydrocarbures. Donc les hydrocarbures, c'est des molécules organiques, principalement composées de carbone et d'hydrogène. Et comme tout mélange, si vous voulez récupérer que certaines molécules, vous pouvez utiliser la distillation. Et ça se fait bien. Effectivement, il y a des grandes tours dans l'industrie pétrochimique qui permet des grandes tours de distillation qui permettent à chaque étage de récupérer, de distiller le pétrole et de récupérer à chaque étage différentes fractions. Et certaines fractions vont avoir différentes applications. Il y aura une fraction qui va servir pour l'essence des moteurs, par exemple. Une autre pour les carburants des avions, je crois, ou je sais plus quoi. On avait fait un C'est pas sorcier là-dessus. C'était intéressant. Mais il faut savoir que de manière générale, pourquoi on a passé du temps à vous expliquer la distillation, parce que c'est un procédé chimique qui est extrêmement courant et qui en plus date en fait de l'Antiquité. On a les plus vieilles traces dans le monde gréco-égyptien, je crois, des premières formes de distillation. Alors c'est forcément pas aussi évolué que ce qu'on a maintenant, mais depuis longtemps, du coup, on a déjà compris qu'on pouvait utiliser la chaleur comme source de séparation pour fractionner, on va dire, les molécules d'un mélange. Et en fait, l'ancêtre un petit peu de la distillation, c'est l'alambic. Vous savez, l'alambic... C'est pas un ancêtre, c'est l'alambic, c'est l'utilisation de... C'est l'application technique d'un distillateur. Moi, je dirais que c'est un peu l'ancêtre dans le sens où les premières formes de distillation étaient des alambics, tu vois. Même si on peut utiliser l'alambic encore aujourd'hui. Ouais. C'est l'outil original, tu vois, dans ce sens-là. C'est plus dans le sens où les premières représentations de ce qu'on pourrait appeler une distillation, c'était des alambics, quoi. J'essaie de montrer des images. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Ouais. Là, j'ai une représentation d'un alambic égyptien. Ouais. Il y a tout le concept de base, quoi. Oui, mais c'est pas une tour de distillation, c'est ça que je veux dire. Non, mais non, mais voilà, c'est l'alambic, le concept original. Après, oui, il y a des alambics modernes, mais voilà, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Après, c'est peut-être un peu maladroit. La définition de liqueur, juste avant qu'on passe à la suite, c'est que la production d'un alcool à partir de macération ou d'infusion de fruits dans un mélange d'alcool neutre ou d'eau de vie. Et du coup, les liqueurs, pour obtenir l'alcool neutre au départ, pour obtenir l'infusion de fruits dans de l'alcool plutôt que dans de l'eau, il faut faire un distillat ou de récupérer de l'alcool pur de manière industrielle. Mais à un moment donné, tu vas avoir distillat pour récupérer l'éthanol. Mmh. Donc, une liqueur peut utiliser un procédé de distillation pour obtenir de l'éthanol et ensuite faire macérer les fruits dedans pour donner une liqueur. C'est incroyable comment les gens ont pigé ça il y a si longtemps. En fait, ça me permet de faire une petite parenthèse histoire de la chimie. Après, ça fait longtemps. Enfin, je suis pas hyper calé. En fait, il faudra que je lise. J'ai des lectures en cours, mais j'avais commencé à lire un livre sur l'histoire de la chimie. Et cette période-là, j'avais commencé à l'aborder un peu. Et c'est assez intéressant. Quand je dis cette période-là, c'est la période Antiquité, voire Moyen-Âge. Ouais. En réalité, l'histoire de la chimie, c'est vrai que d'un point de vue théorique, elle se joue beaucoup plus au niveau de la Renaissance, époque moderne, en fait, où c'est là où il y a vraiment les premières théories
relativement sérieuses où on intellectualise les expériences, c'est ça. Mais en fait, il ne faut pas non plus négliger toutes les expériences qui ont été faites sur la matière depuis que l'homme se sert de la nature et crée des outils, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'histoire de la chimie, elle est vraiment intrinsèquement liée à l'histoire des matériaux aussi. Parce que on a été, comme on savait rien pendant longtemps, on faisait des expériences sur la matière, on testait des choses, et comme expérience qu'on faisait, on appliquait des transformations à la matière. Enfin, je veux dire, on appliquait des effets à la matière. Et parmi les effets qu'on pouvait appliquer, en maîtrisant le feu, vous pouvez appliquer de la chaleur, quoi. Et donc, on s'est amusé à faire plein d'expériences où on cuire, voilà, c'est ça. Où dès qu'on chopait un matériau qui semblait un peu différent des autres, on commençait à le brûler pour voir ce que ça faisait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expériences. On arrive à renforcer nos lances. Avec de la terre un peu glaise, on arrive à faire de l'argile et à faire des poteries. Avec des cailloux, on arrive à voir que sous l'effet d'une énorme quantité de chaleur, on arrive à les séparer et à obtenir du fer. Voilà, il y avait des expériences, c'était très expérimental, mais on va dire, on peut pas parler de chimie à l'époque parce qu'il n'y avait pas de théorie pour c'est ça. En plus, c'était plus de l'alchimie, pour le coup, l'alchimie qui date de la période gréco-égyptienne. Ça corrèle un peu avec toutes ces grandes découvertes, enfin toutes ces inventions, on va dire, expérimentales comme la distillation. Il y a eu plein d'inventions qui ont été faites à ce moment-là parce qu'il y avait quand même des grands curieux qui essayaient de s'intéresser à la matière, à comment elle évoluait. Et je crois que l'invention justement du terme laboratoire date de cette période de l'Antiquité gréco-romaine, donc autour de moins 200, moins 300, quelque chose comme ça. Et donc il y avait déjà, mais en fait c'était une activité qui était un peu restreinte, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était au sein de cultes, d'où aussi le côté très hermétique de l'alchimie et des premières pratiques de manipulation de la matière. Il y a beaucoup d'ésotérisme aussi qui vient à ça. C'est pour ça qu'on parle d'alchimie. C'est que en fait, on va appliquer des idées religieuses et des idées philosophiques à des concepts qu'on observe. Et c'est pas comme en science où on observe quelque chose qu'on essaye de comprendre. On arrive avec une idée préconçue qu'on va appliquer à un phénomène. Et donc, on va avoir une... Après, ça dépend, parce que dans les expériences de la matière, il y avait... Bien sûr. Enfin, en fait, je pense qu'ils cherchaient à découvrir les mystères de la matière, à savoir de quoi était fait le monde. Donc, ils stimulaient la matière, entre autres, en la chauffant. Et après, des résultats qu'ils voyaient, ils en donnaient une interprétation un peu spirituelle, tu vois, un peu occulte. Et c'est pour ça que, pendant longtemps, comme la pratique de l'alchimie était empreint de tout ce monde très pseudo-scientifique, entre guillemets, ça avait du mal à être considéré sérieusement par une partie de la population ou des penseurs grecs. Et comme c'était des pratiques qui étaient liées à des manipulations, c'était très terre-à-terre, parce qu'il fallait utiliser de la matière, la faire transformer, et c'était loin de la philosophie et de tous ces courants un peu... ces courants de pensée. Tu sais, il y avait une période en Grèce antique où on mettait beaucoup plus en avant le fait d'utiliser sa pensée, tu vois. La production de connaissances, elle passait avant tout par des réflexions, en fait, par l'utilisation de la pensée pour produire des raisonnements et créer de la connaissance. Les chercheurs. Et pendant longtemps, la philosophie a un peu repoussé tout ce qui était... Enfin, non, je ne vais pas dire la philosophie parce que c'est très grossier, mais certains courants philosophiques ont mis au placard un peu l'expérimental. C'est pas le cas de tous, hein. Il y avait, je pense, des courants philosophiques qui étaient beaucoup plus expérimentaux que d'autres. Mais c'était pas forcément très bien vu pour certains courants philosophiques un peu mainstream d'être les mains dans le cambouis à manipuler des choses et à essayer d'avoir une information un peu sur le monde tangible et solide, matériel, tu vois. Et pourtant, pour en revenir à l'éthanol et aux fruits fermentés, c'est comme ça qu'on a commencé à se pinter la gueule. C'est que les grands singes dont on descend sont descendus des arbres. Plutôt que de manger les fruits directement accessibles dans l'arbre, ils ont été obligés de manger les fruits qui étaient tombés au sol. Les fruits tombés au sol avaient déjà commencé à pourrir et
au fur et à mesure, on a commencé à assimiler le fait qu'on pouvait récupérer des fruits qui étaient psychotropes quand ils étaient laissés à pourrir dans un milieu. Et donc, on arrive à améliorer cette technique quand on observe ça, en faisant de la fermentation, en faisant des observations, et on se retrouve avec des objets, avec des liquides alcoolisés qui évoluent. Et la cervoise de l'Antiquité de gallo-romaine ou le vin même qu'on produisait à l'époque, c'était pas du tout le vin actuel qui est propre, qui est bon, qui a des arômes. C'était des bouillons, c'était des gruaux, et on mélangeait des trucs qu'on laissait fermenter. Et les techniques se raffinent avec le temps et avec les expériences qu'on fait dans ces disciplines. Et d'ailleurs, les vignerons, les vignobles sont obligés de tout le temps s'améliorer pour obtenir de nouveaux arômes, pour suivre les modes, parce qu'il y a effectivement des modes dans la qualité des vins, dans le goût des vins, et on va se retrouver à devoir toujours avancer et chercher plus loin des nouvelles techniques. On le voit dans les bières aujourd'hui. Les bières blondes, ça a été la norme pendant des dizaines d'années. Et là, récemment, depuis les années 2000, on a l'apparition des microbrasseries avec des IPA, avec des bières non brassées, avec des trucs beaucoup plus amers. Et d'ailleurs, c'est une mode, parce que la mode, c'est de faire un truc un peu plus artisanal chez soi. Du coup, on ne met pas de filtration parce que c'est plus artisanal chez soi. Et donc, on se retrouve avec des bières qui sont plus amères, des trucs moins filtrés, des trucs troubles, on en discutait un peu avec David quand on avait fait le live sur la bière au début de ma chaîne, mais il disait, lui, ça le saoule, parce qu'il adore la microbrasserie, il a une microbrasserie et tout, mais il applique des techniques industrielles, de qualité industrielle, en termes de qualité de bière, c'est des trucs filtrés, finis, voilà. Et s'il sort un truc pas filtré, il veut que ce soit bon quand même. Et donc, on va obtenir ce phénomène où les modes peuvent aller à l'encontre du développement technique. Donc, pour en revenir aux techniques de fermentation, on a observé des grands singes qui utilisaient des arbres tombés au sol pour se pinter la gueule. Tu crois que c'est ce qu'on a vraiment fait? Carrie Marx, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est parce que c'est moi, Domingo. Oui. Mais bref. T'avais pas compris là. En fait, c'est une ref, c'est un running gag sur ma chaîne. Ah bon, d'accord. Ça, je ne savais pas. Mais donc, les grands singes consomment des fruits qui tombent des arbres. Ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est parti sur cette théorie de l'apparition de la fermentation dans nos vies. Et que du coup, avoir consommé ces fruits pourris, ça a aussi participé au développement de la flore intestinale. Parce qu'en ingérant ces fruits, on a eu des bactéries qui se sont retrouvées dans notre estomac et on se retrouve avec une flore intestinale qui est capable d'assimiler les sucres et de briser ces sucres pour pouvoir les absorber. Et donc, on a réussi à affiner les techniques de production d'alcool en découvrant que l'amidon permettait de faire ça. L'amidon, c'est la culture de l'orge et la culture des céréales, l'apparition de l'agriculture. Et il y a des historiens, plus ou moins nombreux, qui partent du principe que le développement de l'agriculture, c'est pour fournir de la farine et pour produire des aliments, mais c'est aussi produire de l'amidon et produire des bières. Donc, il y a des théories de développement de l'agriculture et de la sédentarisation des populations qui découlent du fait qu'on s'est mis à cultiver des céréales sauvages de manière agricole, de manière plus ou moins industrielle, et afin de fournir de la farine et des bières. Donc le développement des boissons alcoolisées est ultra important pour les populations, pour les cultures, pour les peuples, tout simplement. Donc c'était écrit, quoi. Sabine qui insiste. N'hésite pas à venir, hein, franchement, moi j'aurais envie de savoir où on s'est trompé éventuellement. Mais chaud, hein, chaud. Oui, viens, Sabine, hein, si t'es dispo. Bon, il te faudra le lien, mais... Non, je vais me coucher. Bonne soirée.
Moi, j'en ai à peu près Administrer. terminé sur les. Enfin, j'avais plus trop de points. Je pense qu'on a fait un bon tour. En plus, il est 22h. Donc, Ouais, je pense que ouais, c'est non, un on est bon bien, là. moment pour On est bien. peut-être rendre l'antenne. En tout cas, on pourra faire une outro aussi. Enfin, comme tu veux. Ça dépend si t'es Oh, fatigué ou pas. moi, ça me va, je suis dispo. Nice. Je suis dispo. Ouais. Oui, parce que là, ça fait 2 heures, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait 2-3 autres petites choses, mais bon, je pense qu'on a fait un bon tour. On a souligné les différents aspects qu'on voulait. Enfin, les aspects, on va dire, les plus importants de la molécule, sans non plus en dresser un portrait trop exhaustif. Si on devait faire un petit résumé, une petite conclusion, qu'est-ce que tu dirais? Que c'est une petite molécule qui est assimilable, à pas grand-chose parce que c'est une molécule qui est organique, qui a des propriétés. Elle va avoir des propriétés similaires à celles de l'eau, mais en ayant des propriétés supplémentaires de solvant organique. Elle va pouvoir servir de solvant, elle va pouvoir servir de composé. Elle brûle, ce qui lui permet d'être un carburant. C'est une molécule assez facile à obtenir parce qu'il suffit de pas chauffer trop fort pour pouvoir la distiller et l'obtenir à côté. Et elle est cool parce que c'est une drogue psychotrope. Ouais, mais attention. Mais à consommer avec modération. Évidemment. Parce qu'elle est toxique. On l'a pas assez dit, mais ça reste un poison, ça reste quelque chose de mortel pour l'homme. Évidemment, à consommer avec modération. Et faites attention à vous et à vos proches. Et voilà, c'est quand même quelque chose de très culturel. C'est marrant que ça soit quand même... tu vois, qu'on accepte plus facilement l'alcool parce que c'est un élément de culture que d'autres choses, quoi. Ouais. Mais c'est comme ça que nos sociétés ont été créées, quoi, finalement. Ouais. Eh bien, super, merci beaucoup Sylvain. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Je pense que on a fait un bon tour. On va rester quand même en live pour faire une petite outro, petit feedback, discussion autour de l'émission et puis refaire un peu le monde. Pour la rediff, on s'arrête là. Ça sera bientôt disponible sur YouTube, probablement d'ici la fin de semaine pour moi. Et sinon, moi, sur le temps fort, yes. Ouais, temps fort directement après cette émission. Ça marche. Merci, des bisous YouTube. À la prochaine. Des bisous. Ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.